Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un épisode supplémentaire du podcast La Mentale, le podcast qui parle de préparation mentale, avec un invité de marque, un invité qui me tient à cœur de vous présenter aujourd'hui, Pierre Landy, ici présent. Je te laisse te présenter Pierre, bienvenue à toi et tu peux te présenter de la manière dont tu veux pour dire ce que tu veux aux éditeurs du podcast. Merci Léo. Tout d'abord, merci de me recevoir. Avec plaisir. C'est avec grand plaisir que je partage cette journée avec toi. Mmh. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Landy. J'ai 34 ans, je suis originaire d'Annonay, en Ardèche. J'habite dans la Drôme maintenant, à Serves-sur-Rhône. J'ai une femme, j'ai une petite fille également de 4 ans. Donc voilà, je suis arbitre de basket, donc en première division en Betclic Elite. Je suis aussi arbitre international depuis 2023. Et puis voilà, dans la globalité, j'ai un métier aussi à côté. L'arbitrage, c'est pas un métier. Ça peut être un métier, mais c'est pas mon métier principal. Je suis responsable d'entrepôt dans la logistique. Je travaille pour le groupe des Mousquetaires, donc l'entrepôt Bricomarché. Donc voilà. Dans la globalité. Plusieurs casquettes, et notamment celle de l'arbitrage, on y reviendra plus dans le détail. Avant de commencer par là, tu as été joueur toi-même de basket. Comment tu as commencé le basket? Qu'est-ce qui t'a donné envie de découvrir le basket? Et jusqu'où tu es allé dans cette discipline? C'est très très simple. J'ai commencé le basket. Si j'écoutais mes parents, je crois que je faisais déjà du basket quand j'étais dans le ventre de ma mère. Donc j'ai commencé le basket très jeune. Mes parents étaient basketteurs. Mon père était arbitre. Ma mère joue au basket. Elle a joué National 3 filles, National 2 filles, 4e ou 5e division. Mon frère, qui est plus âgé que moi, il faisait aussi du basket. Donc tout simplement, c'était de famille, c'était générationnel. Donc j'ai fait du basket dès mon plus jeune âge. Je suis passé par toutes les catégories. J'ai commencé à Annonay, là où je suis né dans un premier temps. Après, j'ai fait ce qu'on appelle le pôle espoir, donc le CREPS. À la suite de ça, je suis rentré dans le centre de formation à Saint-Vallier. J'ai gravi les échelons petit à petit. Je suis passé une année, donc j'étais avec l'équipe professionnelle, qui était en Pro B à l'époque. C'était Laurent Pluvy, un joueur emblématique de l'Asvel qui était notre coach. Il y avait d'autres grands joueurs aussi qui étaient là à cette époque, qu'on pourra peut-être reparler après. Et donc après cette année en Pro B, je suis retourné sur Annonay, donc en 4e division en National 2, au Basket Club Nord-Ardèche, qui s'appelait. C'était une fusion de deux clubs. Et c'était sur de la 4e division en National 2. J'ai joué pendant 4 ans à peu près, donc jusqu'en 2015. Et en 2015, fin de cycle, et puis je me suis tourné vers l'arbitrage à partir de ce moment-là. Ok. Tu étais meneur de jeu, Ouais. si je ne me trompe pas. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens un peu de tes années en tant que justement basketteur, de joueur, de sportif, toi, de haut niveau? Que des bons souvenirs déjà dans un premier temps. C'est sûr que le basket, alors c'est différent aujourd'hui parce que je suis à un âge un peu plus avancé, donc la carrière elle est plutôt derrière moi. Mais c'est vrai que en 2015, le choix il est pas facile parce que tu as 25 ans, c'est une période un peu charnière où tu rentres dans tes meilleures années, de stopper à un moment donné, de te dire bon bah allez j'arrête le basket, je passe dans l'activité arbitrage. Ça a laissé quand même un petit goût, un petit goût amer. Même si je continuais à jouer dans des niveaux inférieurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, je fais plus du tout de basket. J'en retiens que du positif, vraiment. Alors ouais, j'étais meneur de jeu. J'étais pas que meneur de jeu, parce qu'au départ, je savais pas monter un ballon. Après, je suis passé sur un poste de meneur de jeu, c'était à Saint-Vallier. C'était mon coach de l'époque, Yann Julien, qui m'avait décalé sur le poste de meneur de jeu. J'arrivais pas à tenir un ballon, je me souviens. Avec mon caractère, les joueurs, ils doivent s'en souvenir. Même mon ancien coach, Yann, il doit s'en souvenir. Je crois que... Qu'est-ce qu'il dirait Je crois que j'ai mis pas mal de coups de pied dans les ballons qui volaient à travers le gymnase des Deux-Rives. Donc, c'était pas une période facile, la transition de poste de jeu. Mais sinon, après, à part ça, que des bons souvenirs, que des bonnes années, des rencontres exceptionnelles. Mais on le dit tout le temps, mais c'est vraiment le cas. Des personnes que quand tu vois encore aujourd'hui, bah, tu apprécies de les voir, tu passes du temps avec eux, tu échanges avec eux, tu parles de ton parcours, c'est toujours très gratifiant, c'est toujours très enrichissant. Donc non, que du positif. Après à Saint-Vallier, quand j'ai fait une année pro, donc tu joues un petit peu moins, mais tu progresses quand même. Et après quand tu reviens sur des divisions inférieures, ben, forcément tu as plus de temps de jeu, c'est plus agréable et puis tu as des responsabilités, surtout en tant que meneur de jeu. Donc non, c'était très agréable et j'ai aucun regret. Et que du positif, je retire aujourd'hui, quoi.
C'est quoi ton meilleur souvenir de ces années-là de basket? Si tu as un souvenir vraiment ancré qui est très très fort? J'en ai des souvenirs, j'en ai beaucoup de souvenirs. Peut-être d'un match particulier ou d'une action particulière? Ouais, non, un match particulier, c'était en National 2 à Annonay. Peut-être c'était la deuxième ou troisième année, je me rappelle plus. Et on avait tapé l'équipe qui était première du championnat à l'époque. Et je crois même qu'ils montaient en National 1. C'était Avignon-le-Pontet, Ok. où ils avaient une équipe surdimensionnée. Ouais. Où nous, on avait pas mal de joueurs blessés, notamment 2 joueurs étrangers qui étaient blessés à cette époque. Et je crois qu'on avait fait un match vraiment exceptionnel. Là, ça était en folie. Et c'est vraiment, en tout cas, quand je regarde dans le rétroviseur, c'est vraiment un souvenir qui revient, Qui t'a marqué? qui a marqué et qui revient en boucle parce que c'était vraiment le match parfait qu'on avait effectué, quoi. Donc, c'est ce souvenir-là, entre guillemets, qui revient tout le temps. Nice. Et comme tu l'as dit, après justement cette carrière, bah, l'arbitrage est venu. D'où s'est fait cette transition? Qu'est-ce qui t'a initié à l'arbitrage? Est-ce que c'est de par justement ton papa qui était aussi arbitre, comme tu l'as dit, ou d'une autre manière? L'arbitrage, ça a commencé très tôt, en fait, pour moi. Je me souviens que ça avait commencé... alors, l'arbitrage, ça démarre via des écoles d'arbitrage qui sont développées dans plusieurs clubs. Alors, à l'époque, c'était dans notre club à Annonay, où ça venait regrouper un petit peu tous les clubs qui étaient aux alentours, où on venait justement s'initier à l'arbitrage. Donc, tu avais des personnes de différentes catégories, de différents âges, de masculin, féminin, peu importe. Et nous, je me souviens que quand on a démarré, c'était mon père qui gérait l'école d'arbitrage, avec un ami à lui, Michel Soulier. Et on était une bande de copains. On était Benjamin, donc je crois que c'est U13. Ouais. On avait démarré tous ensemble. Et puis au fur et à mesure, il y en a qui prennent goût, il y en a qui prennent pas goût, il y en a qui continuent, il y en a qui arrêtent. Et nous, moi j'avais continué avec un très bon ami à moi. On avait gravi les échelons ensemble. Et petit à petit, mine de rien, quand tu y penses aussi, ça te faisait un petit, pas un salaire, mais ça te donnait des étrennes, Ouais. des petits compléments, surtout quand tu as 13 ans, tu gagnes pas ta vie, tu n'as pas d'argent, donc tu gagnais un petit peu tes étrennes comme ça, tu allais au magasin, tu allais t'acheter tes bonbons, tes cartes Pokémon, bon, peut-être plus à 12-13 ans, mais tu commençais à t'acheter tes premiers vêtements, donc tu étais un petit peu autonome, donc c'était cool. Et donc petit à petit, ça s'est développé. Tu grandis. L'avantage, c'est que quand tu es basketteur et que tu arrives à côtoyer le niveau pro du bout des doigts au basket, forcément dans l'arbitrage, ça t'amène quand même de la facilité d'un point de vue lecture de jeu, donc ça aide vachement. Et puis donc, tu progresses, petit à petit, tu avances. Et je me souviens que je crois que c'était en 2000... avant que j'arrête le basket, 2011 ou 2012, ou même avant, je crois, c'était Abdel Hamzaoui qui m'avait appelé, qui me disait écoute, tu as l'opportunité de monter un échelon supérieur, mais si tu montes un échelon supérieur, il faut que tu arrêtes de jouer au basket parce que comme tu vas arbitrer le samedi soir, tu pourras plus jouer au basket le samedi soir. Et moi j'ai dit non, moi ça m'intéresse pas, moi je veux jouer au basket, c'est ce qui m'intéresse, jouer au basket, l'arbitrage, je m'en fiche un petit peu. Et du coup, l'occasion, elle s'est représentée quelques années plus tard, donc en 2015. Et là, c'était en fin de cycle au niveau du basket, donc j'ai saisi l'opportunité. Et du coup, voilà, après j'ai démarré, tu démarres ta carrière donc au niveau départemental, avec l'école d'arbitrage, tu gravis les échelons petit à petit. Après, comment ça se passe? Ils te proposent au niveau le département, ils proposent des candidats au niveau régional. Donc après, sur un tournoi de fin d'année, il y a plusieurs arbitres des différents départements à l'intérieur de la région pour être testé et pour dire s'ils vont te prendre au niveau régional l'année d'après. Donc tu passes au niveau régional, R3, R2, R1, voilà. Tu es observé pendant l'année. Quand on dit t'es observé, tu as une personne qui vient te voir pendant un match, qui vient faire des notations, qui vient regarder par rapport à différents critères ta prestation sur, au minimum, je crois que c'était 3 matchs. Ouais, je crois que c'est toujours quoi. Je crois que c'est 3 matchs pendant l'année. Et en fonction après de la notation que tu as, tu peux gravir les échelons petit à petit, départemental, régional. Et ensuite, après, c'est un petit peu différent parce que bon, les structures, elles évoluent. Nous, avant, tu avais ce qu'on appelait la filière jeune, CFJ, championnat de France jeune. Donc j'ai intégré cette filière-là, championnat de France jeune. Donc c'est-à-dire que tu fais les KD France, de la NF3, un petit peu de NM3. Mais c'est surtout, enfin moi, me concernant, c'était surtout le dimanche après-midi
comme le samedi soir, je jouais. Et donc après, voilà, j'étais plafonné au match le dimanche après-midi. Donc les matchs le dimanche après-midi, c'était surtout de la Nationale 3 féminine. Et après, quand j'ai décidé d'arrêter de jouer, me concentrer et donner la priorité à l'arbitrage, je suis passé au niveau National 2 directement. Donc je suis monté, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'avais l'opportunité de monter d'un échelon supplémentaire en fonction des prestations. Donc je suis passé en National 2. Et puis voilà, comment ça a démarré en 2015-2016, la première année d'arbitrage en National 2. Ouais. C'est quoi ces premiers souvenirs aussi de l'arbitrage, même si tu avais arbitré peut-être déjà des premiers matchs quand tu avais 13 ans, comme tu l'as dit. Quels ont été ton style d'arbitrage, ou en tout cas tes souvenirs de cet arbitrage au début en National 2? En National 2, alors même je dirais, même avant, pour reprendre un petit peu, quand j'étais jeune, à 12-13 ans, c'était dur. Ouais. C'était très dur. Qu'est-ce qui était dur à ce moment-là? C'était très dur parce qu'en fait, t'es jeune, t'es minot. On était protégés parce que, bien évidemment, ils n'allaient pas envoyer des jeunes arbitres sur des seniors. Mais j'ai démarré les seniors très jeunes, je crois que j'avais 15 ans, 16 ans. Quand tu arbitres des seniors départementaux, les gars, c'est pas des professionnels, donc ils viennent là pour le loisir. Et quand tu as 16 ans, gérer des adultes, gérer des pères de famille, gérer même des mères de famille, parce que autant du masculin que du féminin, et c'est pas vraiment, franchement, c'est très très dur à gérer. Je me souviens qu'une fois, j'étais rentré, pas en pleurs chez mes parents, mais pas loin, quoi. Parce que forcément, tu te fais bousculer un petit peu par les adultes et t'as pas de repères, t'as peu de connaissances ou pas de connaissances, t'as peu de confiance en toi parce que tu viens de démarrer. Techniquement aussi, c'est un petit peu friable, donc tu prends vite peur. Et ouais, je me souviens que les premières années, elles étaient très compliquées. C'était presque le plus compliqué. Et heureusement, comme tu dis, tu avais ton bagage aussi de joueur qui t'a permis, notamment sur la lecture du jeu, d'être aussi plus clairvoyant, un peu plus facilitant aussi par rapport à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup sur les années d'après, entre justement ce National 2, ce niveau-là, jusqu'à l'atteinte à la première division, la belle clique du basket français? Ouais, en National 2, 2015-2016, c'était très étrange. Parce qu'en fait, j'étais passé du niveau joueur en National 2 au niveau arbitre en National 2. Donc en fait, j'arbitrais tous les collègues contre qui j'avais joué, que ce soit les collègues, les entraîneurs. Alors, j'avais quand même un petit peu de crédit parce que en tant que joueur, j'avais quand même un statut dans le club où j'étais. J'arrivais à me débrouiller. Je jouais plutôt pas trop mal. Donc j'avais plutôt du crédit, même quand tu faisais des erreurs, mais ça se ressent. Il disait, t'as la filière basket, tu sens quand il faut donner un coup de sifflet, quand il faut laisser jouer, donc c'est quand même vachement un avantage. Mais disons que ça a été quand même assez facilitateur parce que même si à un moment donné tu avais des conflits, tu arrivais à résoudre les conflits parce que les mecs tu les connaissais, tu pouvais échanger avec eux de manière courtoise, et donc ça s'est plutôt très bien passé. Tu avais une proximité un peu avec eux, une connaissance. Et l'avantage que j'ai fait, et c'est aussi dans les souvenirs, alors pas de basket mais d'arbitrage, c'est que la première année en National 2, donc 2015-2016, tout de suite la première année, je suis monté d'un échelon directement. Je suis arrivé en National 1 et j'ai eu la chance cette année-là de faire la finale de la Coupe de France à Bercy. En 2016. Tout de suite, quasiment, dans les premières années où tu priorises l'arbitrage. Exactement. Finale à Bercy. Exactement, ouais. Donc ça, c'était sûrement un des meilleurs souvenirs. Il n'y a pas que celui-là, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Mais sûrement un des meilleurs souvenirs aussi. Tu arrêtes le basket, tu priorises l'arbitrage, tu te remets un peu en question, tu dis est-ce que j'ai bien fait ou pas, et puis la première année, tu fais la finale à Bercy. Je l'aurais peut-être jamais fait en tant que joueur, donc c'est plutôt gratifiant. Et puis après, première année de National 1, en 2016-2017, où là, je continuais un petit peu à m'entraîner avec l'équipe de National 3 d'Annonay, qui était redescendue de National 2 à National 3. Et la première année de National 1, je me fais une grosse entorse à la cheville, arrachement osseux. Donc saison terminée. Voilà, donc, 3 matchs en National 1, j'avais fait 3-4 matchs, je crois, pas plus, et saison terminée. Donc rééducation. C'était pas un passage facile, parce que première année, c'est tout nouveau, tu découvres. Même l'arbitrage, c'est un petit peu nouveau, parce que même si ça fait longtemps que tu arbitres, à ce niveau-là, c'est la première année. À 100%, c'est aussi la deuxième année que tu fais ça. Donc c'était pas un moment facile à appréhender, mais la deuxième année après, tu te rééduques, la deuxième année tu reviens,
Et la deuxième année, ça s'est très bien passé parce que je crois que c'est cette année-là, 2017-2018, où je monte en Pro B. Ok. Donc au bout de la deuxième année, donc la première vraie année de National 1, quoi. Plutôt rapidement aussi. Est-ce que tu avais déjà connu une blessure lorsque tu étais joueur ou c'était vraiment la première fois de ta carrière, aussi bien sportif qu'arbitre, où tu as rencontré du coup un obstacle lié à une blessure? Non, déjà une grosse blessure, comme tous les basketteurs, les ligaments croisés, genou gauche. C'était, j'avais fait la transition de cadet à senior, c'était à Saint-Vallier. J'avais pas encore 18 ans, donc c'était octobre 2018, à l'entraînement, fait un échauffement, fait du 2 contre 1, tu fais l'appui gauche, tu fais jamais l'appui droit, l'appui gauche qui vrille, et là le genou qui est parti, et puis pendant une année complète, alors pas une année complète, vraiment pendant 6 mois, je me suis fait opérer à Lyon, pendant 6 mois off, et j'avais été vraiment bien rééduqué parce que j'avais un préparateur physique, on va dire individuel, parce qu'il y en avait un qui était dans le club, pour ses études, qui travaillait avec nous, Manu Malan, que je connaissais, avec qui j'ai joué un petit peu à Tain là, sur la fin de carrière, qui m'avait vraiment bien rééduqué. En 6 mois, j'étais revenu d'aplomb, donc c'était en 2018, donc c'était la deuxième grosse blessure avec la cheville. Donc non, c'est pas forcément simple à appréhender, quoi. Aussi bien physiquement que mentalement, c'est toujours plutôt compliqué les périodes de blessure. On se retrouve sur une phase où on a beaucoup de temps détaché par rapport au temps qu'on avait d'entraînement et il faut arriver justement à s'occuper différemment. Est-ce qu'on reste intégré dans l'équipe? Est-ce qu'on s'intègre différemment? Est-ce qu'on peut avoir peur de perdre sa place, de voir sa progression retardée? Et là, tu es un bel exemple de justement, malgré une blessure, aussi bien en tant qu'arbitre que joueur, mais ça n'a pas empêché l'année d'après de pouvoir continuer la progression et au final de presque pas se voir sur le parcours par rapport à ça. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Et après, par la suite, donc quand j'étais monté en Pro B, Pro B, donc je suis monté en Pro B, je crois que c'est 2015, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018-2019 la première année, où là, c'est une année de découverte. Donc ça se passe plutôt pas mal. Après, c'est vraiment l'année de découverte où là, tu arrives à petits pas dans le monde professionnel, tu rentres dans la Ligue nationale de basket, donc tu apprends des autres. Je dis pas que tu te mets dans un coin et tu écoutes, mais pas loin quand même. Tu prends exemple sur les autres, tu suis un peu les traces des autres et puis tu restes à ta place. Après, l'année 2019-2020, je crois qu'elle est entachée, si je dis pas de bêtises, en 2020, c'est Covid. Covid, hein ? Ouais. Elle est entachée et cette année-là, je fais pas une bonne saison. Je me souviens que je prends une évaluation comme du niveau départemental. On est évalué pareil sur le niveau professionnel. On en reviendra peut-être après tout à l'heure. Mais pareil, je prends une mauvaise évaluation. Donc ma place, elle est quand même dans le bas du classement. Et il y a l'année, il y a Covid, donc fin de saison, pas de montée-descente au niveau des équipes. Pareil au niveau des arbitres. Alors je dis pas que ça m'a sauvé parce que je sais pas mon classement à cette époque-là, mais en tout cas c'était une deuxième année qui était pas facile, quoi. C'était une deuxième année qui était pas facile. Et justement, tu parles de cette montée, du coup, cette découverte du monde professionnel de basket, chose que du coup tu découvres en tant qu'arbitre. Qu'est-ce que ça change pour toi? Peut-être des stades, des gymnases plus remplis, peut-être aussi d'autres figures, d'autres joueurs à arbitrer avec un palmarès peut-être différent, ou peut-être même dans l'aspect technique de l'arbitrage, peut-être encore plus de rapidité par rapport à ce que tu avais connu. Qu'est-ce qui change le plus? Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a énormément de choses qui changent. Déjà, c'est l'arbitrage à 3. Donc ça, une adaptation qu'il faut apprendre à faire et qu'il faut faire. Alors ça se fait pas tout de suite, ça se fait petit à petit. Mais t'arbitres avec des gens qui sont déjà en place depuis plusieurs années. Pour certains qui sont des figures montantes de l'arbitrage, pour d'autres qui sont sur la fin de carrière, qui ont arbitré sur de la Betclic Elite, sur de la Pro A, même qui étaient à un niveau international et qui sont redescendus, que tu voyais à la télé, que tu regardais à la télé quand tu étais gamin. Donc forcément, tu es un petit peu impressionné. Mais en même temps, tu es quand même fier d'être avec eux parce que tu te dis, je le regardais à la télé à 10 ans et aujourd'hui, je suis avec lui sur le terrain. Donc c'est quand même vachement gratifiant. Les joueurs. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que ma première année, et c'est là où c'est quand même pas facile, c'est que quand j'ai fait mon année pro à Saint-Vallier, et qu'après je suis monté avec l'arbitrage, j'ai arbitré des joueurs avec qui j'avais joué en National 3. Et avec certains, ça s'est bien passé, avec d'autres, ça s'est pas très bien passé. Donc en fait, tu rentres dans du conflit, et c'est là où vraiment l'activité joueur de l'activité arbitre
elle n'est pas facile parce qu'en fait, tu peux être très lié avec quelqu'un d'un point de vue joueur, mais derrière, quand tu changes de statut, tu peux rentrer dans du conflit et qui après peut perdurer parce qu'il y a des conflits qui restent, même si c'est pas ma volonté première. C'est indépendant de Mais toi. après, voilà, les joueurs, comme les coachs, comme les équipes, bah, tu as des objectifs, tu as des obligations, tu as quand même, mine de rien, de la pression. Et tu as une attendue de résultat, et bah après, bah forcément, les émotions, ça rentre en compte. Et c'est ce qu'on va évoquer plus tard, j'imagine. Mais ça fait partie des choses qu'il faut arriver à maîtriser. Mais c'est des passages qui sont. Je me souviens que c'est des passages qui me restent encore en tête, qui sont pas faciles. Qui sont pas faciles. Parce que quand tu as eu un parcours commun comme ça avec certaines personnes, que tu as côtoyé, que tu as connu dans un cadre, qu'après, bah, les chemins se sont séparés et que vous retrouvez justement une jonction entre vous, et bah, c'est sûr qu'il peut y avoir un décalage qui peut des fois bien se passer ou moins bien se passer. Et après, c'est une adaptation à mettre en place sur l'aspect mental, bien sûr, avec les aspects émotionnels qu'on connaît, mais sur peut-être aussi d'autres choses là-dessus. Donc là, c'est la découverte justement de la Pro B. Tu restes combien de temps à peu près à Pro B avant de monter un Betclic ? J'ai fait la première année qui s'est passée, ensuite la deuxième année coupée par le Covid. Ensuite, il y a eu la troisième année qui a été aussi, je crois, coupé par le Covid en 2021. Il me semble, je ne me rappelle plus. Et c'est cette année-là où je monte en Betclic Elite, où je passe en Betclic Elite dans le groupe, ce qu'ils appellent le groupe intermédiaire, AB. Donc, tu n'es pas vraiment intégré au groupe A, mais tu peux aller faire des matchs en Betclic Elite. C'était l'année 2021-2022. Ouais, 2021-2022. Et bah, depuis l'année 2021-2022, bah, maintenant je suis arbitre de Betclic Elite. Je suis passé dans le groupe A et arbitre de Betclic Elite depuis... Ça fait 4 ans maintenant, je viens de finir ma 4e année là. Donc, voilà. Donc au final, c'est une très belle progression, déjà une très belle ascension, plus comme tu l'as dit aussi, le fait de pouvoir aussi arbitrer en Europe, chose qui s'est débloquée aussi il y a quelques années par rapport à ça. Et plus, on y reviendra, mais avec les playoffs et d'autres éléments qu'on débloque comme ça au fur et à mesure. On va pouvoir s'attarder là un peu plus sur l'aspect métier d'arbitre. Tu as parlé tout à l'heure de la spécificité d'être en trio. Ouais. Si tu peux un peu expliquer aux gens déjà sur quoi tourne la performance, comment tu sais si un arbitre a fait un bon match et un trio a fait un bon match? C'est très... Alors, pas pour nous, mais pour le spectateur, c'est assez subjectif en fait. C'est assez subjectif. Donc, comment ça se passe dans l'arbitrage ? C'est que déjà sur le niveau Betclic Elite, sur chaque niveau, donc il y a 16 équipes, on est à peu près une trentaine d'arbitres répartis dans la division Betclic Elite. On fonctionne en trio. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 arbitres sur un même match. Il y a ce qu'on appelle un crew chief, donc c'est le premier arbitre, et ensuite on a un deuxième arbitre et un troisième arbitre. Il faut savoir que nous, notre activité, c'est pas comme il peut y avoir le cas au foot ou au rugby, un arbitre numéro 1 et des assistants. C'est-à-dire que nous, en tant qu'arbitre, on a les mêmes pouvoirs. Le crew chief a un peu plus de pouvoir, mais nous, sur le terrain, deuxième, troisième arbitre, on peut siffler, sanctionner les mêmes choses qui se passent autant que le premier arbitre. Donc ça, pour ça, on a le même pouvoir. Après, pour savoir si on a fait un bon match ou un mauvais match, déjà, il y a la première chose, il y a le ressenti que nous, on a à l'intérieur du terrain. La première chose, et c'est ce qu'on se dit tout le temps, c'est d'être très transparent et très honnête avec nous. Parce qu'aujourd'hui, la performance, elle passe par l'honnêteté. C'est facile de dire tu as fait un bon match alors que non, tu n'as pas fait un bon match. Mais généralement, le premier ressenti, on le ressent personnellement. J'ai même envie de te dire, on le ressent sur l'instant T. Quand tu donnes un coup de sifflet, tu sais que c'est un mauvais coup de sifflet. Tu le ressens tout de suite. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du match, de regarder la vidéo. Tu le ressens tout de suite. Donc ça, c'est la première des choses. Et c'est vraiment... le premier facteur, ça va être la discussion, la communication que tu vas avoir dans ton trio à la fin du match, de te dire dans le vestiaire, sur le retour, à chaud, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et tout de suite, on fait un débrief à chaud, des choses qui ont été, des choses qui n'ont pas été, et tu vois si ça a bien fonctionné ou pas. Ensuite, dans un second temps, on fait un débriefing vidéo, chacun de manière individuelle de notre côté, qu'ensuite on partage via des clips, et ensuite on partage via ces clips-là, les points positifs et les points négatifs. Et il y a ensuite un dernier point. Généralement, sur toutes nos rencontres, soit on a un évaluateur terrain ou un évaluateur vidéo. Donc quand on a un évaluateur vidéo, ça va un petit peu plus tard. Quand on a un évaluateur terrain, il vient tout de suite après le match dans le vestiaire
pour nous faire un débrief de la prestation globale de la rencontre. Voilà un petit peu comment ça se passe. Ouais. La chose qu'on n'a pas, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui de débriefing et d'échange avec les joueurs, avec les coachs à la fin du match pour débriefer de ce qui s'est passé, même à froid, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y a jamais ce retour, ce lien entre coach et joueur, des choses qui ont été, des choses qui n'ont pas été, pour des raisons bien précises, alors que je ne connais pas, mais c'est vrai que ça, c'est un avis personnel que je te donne, hein. C'est vrai que ça peut manquer un petit peu de communication, et même les coachs le disent parfois, entre les arbitres, les joueurs et les coachs, parce que tu as du facteur humain quand même à l'intérieur de tout ça, et de deux, tu es quand même au service du jeu. Et même si, alors on peut pas dire que les coachs et les joueurs sont chauvins, mais ils essayent de défendre aussi un petit peu leur partie, mais d'avoir un retour, ça peut toujours être bénéfique par rapport à la chose qu'ils attendent, aux choses qu'ils travaillent toute la semaine, par rapport à ce qui se passe sur le terrain et ce que nous on leur donne comme prestation. Et comme on le disait aussi en off, mais dans d'autres disciplines de sport co, comme notamment le rugby, on sait que les arbitres vont avoir des temps d'échange avec les staffs des deux équipes en amont, même juste après le match, pour pouvoir aussi avoir des échanges de ressentis, de perceptions, et pour pouvoir justement avoir une communication qui est faite avant l'événement, qui est le match du week-end. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et comme tu l'as dit aussi, cette notion de performance, c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent, mais vous êtes du coup évalué. Tu as parlé tout à l'heure de montée par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les arbitres sont évalués à chaque match et du coup, à la fin, on a un classement final qui existe aussi, qui permet du coup aux meilleurs arbitres d'accéder aussi bien à d'autres événements, comme on peut parler par exemple de la Leaders Cup, des playoffs, etc. Et qui permet du coup de savoir en temps réel, plus ou moins, les arbitres qui font des bonnes perfs et ceux qui sont peut-être plus sur des contre-perfs. Et ça, c'est un classement qu'on ne connaît pas jusqu'au dernier moment, jusqu'aux désignations un peu des playoffs. On peut avoir des ressentis, on peut aussi peut-être se questionner parce qu'on sait du coup au classement, si on a des standards plus, on va pouvoir un peu se jauger, mais c'est quelque chose aussi qui mentalement aussi peut rajouter un élément d'interrogation, de pression, en tout cas prendre des ressources mentales auprès d'un arbitre, puisqu'on est observé, puisqu'on est évalué et on ne sait pas exactement où on se situe, où on sait justement où on se situe, et ça peut avoir encore plus d'impact le match du week-end. Ouais, complètement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et la deuxième chose que tu as dit aussi, c'est l'aspect entraînement. Souvent, on pose la question, qu'est-ce que c'est un entraînement d'un arbitre professionnel de basket? Là, tu as déjà parlé pas mal de l'aspect vidéo, bien sûr. C'est quoi un peu en termes d'heures de travail, en termes de contenu, sans parler après du reste des autres piliers de performance? On n'a pas de... En tout cas, en tant qu'arbitre, aujourd'hui, l'activité d'arbitre, elle n'est pas... de plus en plus, ça arrive, de plus en plus, ça commence à être pris en compte. Et dès l'année prochaine, je crois qu'il va y avoir quelques contrats professionnels qui vont rentrer en ligne de mire là, dans l'arbitrage français. Et c'est très très positif. Mais on va dire qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de ligne conductrice par rapport à notre façon de travailler, à notre façon d'aborder les matchs tous les week-ends. C'est très très personnel. Ouais. En tout cas, personnellement, moi, comme je travaille, il y a une partie physique et une partie technique. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir une très bonne condition physique pour arbitrer les matchs. Parce que, alors, on s'en rend peut-être pas compte sur le terrain comme ça, mais d'un point de vue mental, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais les matchs sont quand même mentalement, même si on court pas beaucoup, comme certains tendent à le dire parce qu'on est trois, les matchs mentalement, c'est quand même énormément de concentration. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans un petit espace. Donc, d'un point de vue concentration, c'est très prenant. Et à un moment donné, si physiquement on n'est pas apte à justement être prêt mentalement à ça, et derrière, en tout cas ça c'est encore une fois d'un point de vue personnel, on n'a plus la lucidité d'analyser les situations correctement. Donc j'attache beaucoup d'importance à l'activité physique en semaine. C'est des sorties longues de course, ça peut être des sorties courtes, notamment sur de l'intermittent. Ça peut être parfois, alors même si c'est un peu moins aujourd'hui, mais ça peut être du vélo ou de la natation. Mais vraiment, le principal, moi, sur quoi je m'attache, c'est vraiment de la course. Après, il y a de l'aspect technique. L'aspect technique, ça peut être plusieurs choses.
ça peut être déjà se mettre à jour sur l'aspect basket. Quand je dis se mettre à jour sur l'aspect basket, c'est tous les termes. Parce que tous les mois, il y a des nouveaux termes qui rentrent en compte. C'est de se tenir au courant techniquement des nouveaux termes qui existent, que ce soit offensif, que ce soit défensif. Parce que quand tu parles à un joueur ou à un coach, quand il va te parler d'un aspect technique, si toi tu comprends pas de quoi il te parle, à un moment donné aussi, t'es pas crédible. Donc se mettre à jour d'un point de vue technique. Et après, il y a ce qu'on appelle le briefing, mais l'avant-briefing qu'on peut faire avec les arbitres, c'est tout l'aspect, préparation de match. Analyse des équipes, donc tu regardes les derniers matchs des équipes, tu vas scouter un petit peu les joueurs majeurs, tu vas scouter un petit peu les aspects offensifs, les aspects défensifs, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Et puis après, en fonction de ça, tu vas établir un plan de match personnel, déjà par rapport à ce que toi tu as relevé sur une équipe, sur l'autre équipe. Et ensuite, ce plan de match, tu vas le partager avec tes collègues lors du briefing que tu vas effectuer avant le match, 3 heures, 4 heures avant le match. Tu vas partager ce briefing. Et ensuite, on va mettre des choses en commun. Et c'est à ce moment-là que le crew chief, il prend une part un petit peu plus importante, où lui, il va donner une ligne conductrice par rapport à tous les éléments qu'on a apportés. Généralement, on essaye quand même de beaucoup passer par des clips vidéo, afin de ne pas trop avoir de discussions, parce que le problème des longues discussions, c'est que ça rentre, que ça sort très rapidement, et qu'on a tellement de données, tellement d'informations qu'on ne peut pas tout retenir. Tandis que des clips où on a vraiment de l'imagerie, où là c'est beaucoup plus parlant pour nous, et on arrive beaucoup plus à le restituer sur le terrain ou à revoir la situation sur le terrain. Donc tu serais un très bon analyste vidéo alors Je sais pas, mais en tout cas, découper des clips, ça on sait faire. Clairement. Et puis comme tu le disais, sur l'aspect physique, tu sais à peu près, pour donner une ordre d'indication, combien de kilomètres tu parcours dans un match, et jusqu'à où aussi tes pulsations cardiaques peuvent monter, pour aussi donner une ordre d'idée à ceux qui peuvent se poser la question. Sur un match, je te dirais une bêtise. Je sais pas si on fait... je dirais peut-être une connerie aux alentours des 5 km pendant un match. C'est souvent la perf que je retiens, j'aurais dit proche des 6. Proche des 6 km, mais c'est surtout après l'intensité que vous allez mettre dans la course qui est énorme. Et c'est pour ça que la deuxième partie de question, c'est avec les pulsations cardiaques. En général, tu peux monter à combien sur tes pulsations cardiaques sur tes efforts Moi, je me fixe comme objectif, en fait, pour savoir si je suis bien physiquement sur mon match, donc c'est-à-dire pour avoir suffisamment de lucidité mentalement, c'est qu'il faut que j'ai une fréquence cardiaque moyenne en dessous de 120 battements par minute. Aujourd'hui, et j'arrive à le calculer parce qu'on a des équipements, tout ça, sur la montre, ça m'arrive d'être à 124, 126 battements par minute. Et tu as des pics au moment dans les rencontres. Donc, parce sur notre application, sur mon application, tu vois tout le déroulé de la rencontre, ton rythme cardiaque, et tu vois qu'à un moment donné, tu as des pics. Et tu arrives à restituer ces pics sur des situations qui se passent, sur des situations de gestion, sur des situations où tu as fait une erreur, où tu n'es pas en contrôle, où tu vois que ton rythme cardiaque il manque, parce que justement, tu sais que tu as fait une connerie, et que ton corps il réagit par rapport à ça. Donc, mais moi, en tout cas, ma limite, c'est 120 battements par minute en fréquence cardiaque moyenne. Je sais que je suis à l'aise physiquement pour essayer de bien juger ce qui se passe en face de moi, et que mentalement j'ai suffisamment de maîtrise, exactement. C'est vraiment intéressant, parce que c'est vrai que ces pulsations cardiaques, ça fait vraiment le lien entre les deux, l'aspect mental d'un côté, l'aspect physique, dans cette prise de décision, dans cette lucidité que tu as évoquée. Et l'une des particularités aussi du trio, que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est peut-être personne le savent, mais vous avez chacun une position sur le terrain, et une position qui a tendance à tourner à chaque coup de sifflet, avec un arbitre qui va être en tête, un arbitre qui va être plutôt au centre, un qui va être en queue par rapport à ça. Et du coup, selon le placement, vous avez encore une fois une gestion de cette densité de joueurs qui est totalement différente. Si tu vas par exemple être un arbitre de tête, tu vas plutôt te focaliser, pas uniquement, mais sur ce qui va être proche de toi, donc ce qui va être sous le cercle par exemple. Si tu vas être placé à d'autres endroits, tu vas avoir des points de focus attentionnel qui vont être totalement différents. Si tu peux nous en parler un peu plus sur ce fonctionnement qui, du coup, n'existe qu'au basket. Et pour donner un ordre d'idée, c'est comme si au foot, l'arbitre central, des fois, sortait, prenait la touche, l'arbitre de touche d'un côté allait de l'autre côté, et celui de touche rentrait au centre, prendre le relais. C'est très intéressant ce que tu dis, et c'est très technique. Nous, ce que tu décris là, nous, ça s'appelle, dans notre jargon, la mécanique d'arbitrage. Ça s'appelle la mécanique d'arbitrage. Ça a une particularité, parce que c'est très simple.
c'est que c'est pas comme par exemple au hand où c'est tout le temps des duos qui sont tout le temps les mêmes, qui peuvent avoir des façons de fonctionner complètement similaires d'un match sur l'autre, ou des duos différents qui peuvent avoir des complémentarités différentes d'un match à un autre, mais qui tiennent leur match. Nous, l'arbitrage français à 3, enfin pas l'arbitrage français, l'arbitrage tout court à 3, les trios ils changent tout le temps. Les trios changent tout le temps. Donc c'est-à-dire que on a le cast où cet été j'ai fait un stage FIBA en Arménie et on arbitre avec des gens dans toute l'Europe, d'autres pays, avec qui on n'a jamais arbitré. Ouais. Mais en fait, le fait d'avoir cette mécanique d'arbitrage qui est, alors la NBA c'est encore différent, mais qui est internationale européenne, on va dire, ça nous donne des placements à respecter sur le terrain. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on a 3 arbitres. On a un arbitre de tête, donc à tête parce que c'est en tête de l'attaque, donc elle est sous le cercle. On a un arbitre de centre, donc c'est celui qui est au milieu, au prolongement de la ligne des lancers francs, qui est à l'opposé, qui est tout seul. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un arbitre de queue. Voilà, c'est 2 arbitres qu'il y avait avant que l'arbitrage passe à 3. Un arbitre de tête à tête de l'attaque, l'arbitre de queue à la queue de l'attaque. Voilà. Et donc, il y a 3 arbitres. Et ces 3 arbitres-là, ils ont des choses différentes à gérer sur le terrain. On a ce qu'on appelle des zones de responsabilité en fonction du placement où on se situe, parce que bien évidemment, le placement tourne en fonction de l'attaque, comment elle se déroule, et on doit regarder des choses différentes en fonction de la place où on se situe. Que ce soit avec le ballon, quand le ballon il est dans notre zone de responsabilité, ou hors ballon, quand le ballon il est hors de notre zone de responsabilité. C'est pour ça que des fois les gens comprennent pas trop et disent « mais attends, je comprends pas, pourquoi c'est cet arbitre qui siffle là, alors que toi tu es à 2 mètres ?» Dis oui, mais dans ma zone de responsabilité, moi je dois pas m'occuper de ça, c'est pas moi qui dois regarder ce qui se passe ici. Mais alors même si tu crois que c'est moi qui suis à côté, c'est pas forcément moi qui suis en compétence pour l'arbitrer. Et ça, c'est des choses qu'on peut comprendre parce que le panel de personnes qui viennent voir les matchs ou à la télé, ils n'ont pas cette connaissance-là. Mais voilà un petit peu pourquoi ça se passe et pourquoi ça se produit sur les matchs. Clairement, et c'est très intéressant même de le mettre en place parce que du coup, ça vous permet constamment de rester un moment, donc de rester attentif aussi dans le match. Et puis même aussi, ça vous permet d'avoir une vraie cohésion d'équipe dans le sens où si un coup de sifflet va être pris par exemple par toi qui va être en tête par exemple de l'attaque, on sait que tu vas siffler la faute, tu vas justement signaler la faute aux arbitres qui sont sur le banc. Et ensuite, tu vas te déplacer et c'est un autre arbitre qui va venir faire la remise en jeu dans la position dans laquelle tu étais il y a quelques secondes ou quelques minutes avant le coup de sifflet. Donc ça vous permet aussi de pouvoir justement avoir cette rotation, avoir ce dynamisme et d'avoir aussi ce travail d'équipe et d'être aussi protégé après chaque coup de sifflet par rapport à ça. Et c'est une chose qui est très intéressante et d'un point de vue mental aussi qui permet de solliciter certains aspects. Et on y vient sur l'aspect mental. Moi, souvent, on me pose la question, à quoi va servir justement un entraînement mental avec un arbitre ? Là, on a commencé à donner déjà quelques pistes avec les émotions, avec l'attention-concentration, avec d'autres éléments. Mais moi, j'aimerais bien que tu leur apportes cet éclairage sur en quoi l'aspect mental va être important dans ta performance aujourd'hui en tant qu'arbitre. Et avant de savoir comment tu as commencé à vouloir collaborer avec moi en préparation mentale. C'est vachement. Alors après, la préparation mentale, tu te souviens de la première discussion qu'on avait eue ou pas? Rafraîchis-moi la mémoire. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Rafraîchis-moi la mémoire. On avait échangé la première fois ensemble, et je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit sur la préparation mentale, alors c'était ma femme à l'époque qui jouait à la tronche, que j'avais arbitré à National 3. Il y avait un coach que je citerai pas, coach pro, qui était dans son club et qui avait dit, de toute façon, préparateurs mentaux, c'est ceux qui font ce métier qui en ont le plus besoin. Donc, je sais pas si tu te souviens. C'est vrai que maintenant que tu dis ça, je m'en rappelle. Tu te rappelles ou pas? Et en fait, la première chose qui vient en tête quand tu parles préparation mentale, en tout cas moi personnellement, c'est me dire, mais moi j'ai pas besoin d'un préparateur mental. Mentalement, je suis solide, je suis revenu de 2 blessures, je suis arrivé en Betclic Elite. C'est pas pour moi, ça me concerne pas ces choses-là. Et en fait, la préparation mentale, c'est la première étape de la remise en question. De se dire, mais en fait la préparation mentale, c'est pas parce que t'as un grain mentalement, parce qu'on pourrait penser à ça, et c'est la première chose à laquelle je pensais, t'as un grain mentalement, t'es pas prêt, enfin t'as un problème mental qu'il faut que t'arrives à résoudre. Non, c'est pas du tout ça. Et c'est en échangeant avec toi que j'ai découvert ces différentes choses, et il y a plein d'outils dans ta palette que tu nous transmets, qui sont super utiles. Alors il y a des outils qui vont plus convenir à d'autres qu'à certains.
Moi, tu m'as donné des outils que je me sers pas du tout. Tu m'as donné des outils que j'utilise complètement parce que j'en ai besoin. Et les outils qu'aujourd'hui j'utilise énormément, sur lesquels on a beaucoup échangé, pour moi, c'est la cohérence cardiaque. Ouais. Ça, moi, c'est vraiment c'est ce que j'utilise le plus pour ralentir le rythme cardiaque, pour être en bonne forme, pour performer et pour surtout mentalement pouvoir un petit peu chasser les pensées négatives. C'est ça, et c'est sur l'attention concentration. C'est des détails, mais toujours remettre sa bouteille au même endroit quand tu finis un temps mort une fois que tu as bu. Le fait de remettre ta bouteille au même endroit, tu penses qu'il y a une chose. Ça t'enlève toutes les pensées que tu peux avoir autour d'une mauvaise décision que tu as donnée auparavant ou quoi que ce soit. C'est toutes ces petites choses-là qu'en fait on se rend pas compte, mais que tu te dis, ouais, en fait, tout ça, ça t'aide à évacuer ce qui s'est passé avant, à te dire, bah, soit j'ai raté un tir si on est dans le condition de basket, ou alors si on est dans le condition d'arbitre, dire, ah bah là, j'ai raté ce coup de sifflet, ou alors j'ai donné ce mauvais coup de sifflet là. Et en fait, de faire ces choses-là, eh ben, ça te fait passer à autre chose très très rapidement, et ça permet de t'aérer un petit peu l'esprit. Clairement, c'est exactement ça. En fait, là, l'image que tu donnes avec la bouteille, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent encore mieux, c'est un moment que Pierre, lui, a utilisé pour vraiment être dans ce qu'on appelle le moment présent. Pour, en fait, on sait qu'un match va être très exigeant mentalement, on l'a expliqué précédemment, il y a beaucoup d'informations à traiter. Et ce qui va être intéressant, c'est que si on est justement en train de vivre quelque chose et qu'on pense à quelque chose qu'on a fait de mal avant, une mauvaise décision, ou ce qu'on va faire justement de mal après, peut-être une mauvaise évaluation, on va être du coup perdu entre ces deux-là et on va être contre-performant et on va du coup déclencher une spirale plutôt négative par rapport à ça. Le fait de pouvoir avoir des éléments pour nous raccrocher au moment présent, ça va nous permettre justement de pouvoir gagner en lucidité, gagner en attention et de pouvoir faire exactement ce qu'on doit faire à l'instant présent. Et c'est souvent ce que je dis moi à mes sportifs, c'est que le plus important dans un match, c'est d'être constamment concentré sur ce qu'on est en train de vivre maintenant, dans l'expérience du moment présent, et d'être capable de rester concentré là-dessus. Parce que comme tu l'as dit, ça va très vite, la prise de sang elle doit aussi être très précise, on a différents éléments à mettre en place, on a une zone de responsabilité où on doit être fort dans cette zone-là, et ces éléments-là permettent justement de chasser les pensées, être focalisé sur le moment présent et de pouvoir avoir la performance la plus optimale là-dessus. Et l'outil aussi de la cohérence cardiaque qui est très intéressant, on l'a vu, l'aspect du coup respiration, fréquence cardiaque, permet de faire le jonction entre ce que Pierre a besoin sur l'aspect physique d'être en forme pour pouvoir arbitrer et aussi sur l'aspect mental d'être lucide, d'avoir la capacité d'avoir une respiration qui est maîtrisée, qui est dans une certaine zone, ça va lui permettre d'être performant. Et pour ça, il faut avoir des outils pour arriver à la canaliser, à arriver à la maîtriser. Aussi bien dans les échanges que tu peux avoir après au quotidien, durant ton match avec les joueurs, mais aussi bien avec les autres membres du trio qui vont être très importants. Donc c'est ça qui est très intéressant avec l'aspect mental, c'est de voir ça comme un facteur de performance. Avant, peut-être, tu avais beaucoup l'aspect physique, beaucoup l'aspect technique. Là, tu as encore un pilier de performance qui est très important que tu développes à travers les différents éléments, à travers les différentes choses. Et même, tu vois, si on rentre dans le détail sur tous les éléments de l'IoT, IoT pour dire plus simple, il y a plein d'éléments comme le voice support qui va être important, qui peut être aussi relié à ça. Il va y avoir plein d'éléments aussi techniques avec la prise de décision selon les différentes situations qui peuvent être super intéressants. On peut parler aussi de la position stationnaire qui peut être super primordiale et super importante. Mais lequel de ces trois t'as envie d'évoquer le plus, entre plus parler un peu des IoT, la position un peu stationnaire ou autre, qu'est-ce qui peut être intéressant dans ta performance à évoquer aussi un lien avec l'aspect mental? Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à mettre en relation avec l'aspect mental. Mais pour préciser un petit peu ce qu'on appelle les IoT, c'est les techniques individuelles d'arbitrage. Donc dans l'arbitrage, il y a plein de choses qui existent. Et les techniques individuelles d'arbitrage, ça va vraiment être concentré sur la personne. Tous vos skills. C'est exactement ça. C'est tous les outils, tous les skills qu'on va développer pour essayer de performer du mieux possible dans l'arbitrage. Parce que nous, il y a un aspect qui est dur dans l'arbitrage que les gens ne comprennent pas forcément et qu'on n'a pas d'avantage par rapport à d'autres sports. C'est que nous, la notion d'avantage, désavantage, ça n'existe pas chez nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser se dérouler une action 10 secondes après, dire « Ah, il n'y a pas eu d'évolution sur l'action, on revient sur la situation, on siffle. » C'est-à-dire que nous, le coup de sifflet, il doit arriver en une demi-seconde.
Et le plus important, et on croit que c'est ça, c'est l'arbitrage donner un coup de sifflet. Aujourd'hui, on juge surtout les arbitres sur la capacité à donner des non-coups de sifflet. Exactement, donc ce qu'on appelle des no-calls, c'est des non-coups de sifflet. Le problème, c'est que on est tellement sur le qui-vive que en une demi-seconde, des fois, tu es en réaction, tu maîtrises pas tes émotions, tu as l'air qui est pas vraiment dans ton ventre, tu as l'air qui est directement dans la gorge, et tu as le coup de sifflet qui part, et qui te dit « Ah désolé, il est parti trop vite, il était là, j'étais en réaction. » Et tu le sais à l'instant T. Et ça fait partie, pareil, des techniques individuelles d'arbitrage. Donc tout ça, c'est vraiment des petits skills que tu développes individuellement, via la prépa mentale, via les outils que tu peux me donner, que tu peux nous donner, que tu peux nous partager, pour essayer de performer du mieux possible, et justement d'être... et c'est ça le plus important. Alors je dirais pas qu'il faut être le plus cool possible sur le terrain, mais de manière détendue. Voilà, c'est vraiment le plus important, d'être de manière détendue pour essayer de performer du mieux possible, de maîtriser sa personne et ses émotions. Ouais, clairement, c'est vrai que c'est no call, c'est quelque chose qui est recherché, le fait de pouvoir laisser durer la situation le plus longtemps possible jusqu'au moment qui, là, doit être justement sifflé. Et ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, tu l'as découvert à quel moment, plus ce no call est-ce que tu as un match, tu as une situation où tu as un souvenir où tu te dis « Ah ouais, là, c'est vraiment là où j'ai compris l'importance des no-calls dans un match ». Il n'y a pas un match en particulier, tous les matchs, tu as des no-calls. Tous les matchs, tu as des no-calls. Et faut bien qu'on pense à une chose, c'est qu'aujourd'hui, le basket, mine de rien, on a du mal en France parce que c'est pas très médiatisé. Et on recherche de plus en plus la médiatisation, comme on le voit avec Monaco, avec l'Asvel, avec le Paris Basket. Tu as d'autres clubs même qui arrivent à monter, JL Bourg, que je ne veux pas en oublier d'autres, mais petit à petit, le basket, il commence à monter. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche, surtout dans le basket, c'est un show. Et quand je dis un show, c'est pas du hurrah basket, c'est un show avec de la technicité, avec plein de choses pour mettre en lumière notre sport. Et si à un moment donné, l'arbitrage, il ne rentre pas en compte là-dedans d'une manière positive, c'est-à-dire laisser le jeu se dérouler un maximum, éviter d'hacher le jeu toutes les 30 secondes, le public, il vient pour regarder le jeu se développer, il vient pour voir un petit peu un show, il vient pas pour voir des arbitres siffler toutes les 30 secondes et arrêter le match toutes les 30 secondes. Donc c'est vraiment là où, aujourd'hui, on essaye de vraiment, sur des actions, laisser aller l'action, comme tu disais tout à l'heure, le plus loin possible. Et puis si on sent qu'à un moment donné, l'attaquant ou le défenseur, ils sont impactés par rapport à l'illégalité qu'il peut y avoir, et c'est à nous d'intervenir, mais vraiment... ni trop tôt, ni trop tard, j'ai envie de dire, à trouver la bonne fenêtre. Ouais, c'est ça. Au bon moment, ça c'est très intéressant. Et même tout à l'heure, on parlait aussi de la position un peu stationnaire, qui, c'est vrai que dans d'autres sports, on peut parler par exemple du foot ou du rugby, où les arbitres vont être souvent dynamiques sur le terrain. La seule situation où on peut retrouver ça, c'est presque dans le rugby, où il y a des phases de jeu au sol arrêtées, où l'arbitre va justement être presque aussi en position stationnaire pour prendre sa décision. Est-ce que tu peux nous en dire plus, expliquer ce que c'est et en quoi, du coup, pareil, encore une fois, l'aspect mental peut être important à ce moment-là? La position stationnaire, nous, c'est quelque chose qu'on recherche énormément chez nous et qu'on parle énormément dans l'arbitrage, surtout dans le basket. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu cours, quand tu es sur une phase de course, ton corps, il bouge et ta vue, elle ondule. Donc, ce qui fait que les choses, tu les perçois moins bien que quand tu es stationnaire. Quand tu es stationnaire, tu as une vue qui est une rectiligne. Et donc, le fait d'être stationnaire, ça te permet de bien juger une action et de voir ce qui se passe de A à Z. C'est pour ça que nous, sur le terrain, on dit que les arbitres ne bougent pas, mais en fait, c'est voulu et on évite de trop bouger. Parce que le fait de ne pas bouger, ça va nous aider à donner... à donner la meilleure performance possible et à nous donner les meilleures analyses possibles sur les situations. C'est pour ça que quand on voit, alors des fois on ne remarque pas parce qu'on ne regarde pas les arbitres quand on vient voir du basket, et c'est tout à fait normal, mais quand on va d'un point A à un point B, d'une attaque vers la défense, d'une défense vers l'attaque, nous on sprint du point A vers le point B, histoire d'avoir le moins possible ce fait d'être en mouvement et d'être en position stationnaire le plus possible. Et alors, ça va te faire rire ce que je te dis, mais si tu prends un documentaire animalier, tu regardes un félin qui va courir après une proie, et quand tu regardes en slow motion, tu vois son corps qui bouge et tu vois sa tête, elle bouge pas. Parce elle perçoit les mouvements de la proie. Alors, c'est un petit parallèle bizarre que je te donne, mais si un jour ça t'intéresse, tu regarderas sur YouTube, et tu vois vraiment en slow-mo que la tête du félin, elle bouge pas, pour vraiment garder le visage
le plus rectiligne possible. De vraiment Pour focus sur sa cible et de la verrouiller par rapport à ça. Exactement. Et du coup, quand vous arrivez après sur cette position stationnaire, ça vous permet du coup d'avoir le meilleur placement, la meilleure lucidité, cette meilleure clairvoyance là-dessus. Et même, vous avez la possibilité pour arriver à casser des fois les différents plans les qui vous alignements, gênent. ce qu'on appelle. Ou de faire du coup, pour casser les alignements, de faire des pas d'ajustement pour vraiment être sur l'information que vous devez voir, que vous devez percevoir et pour pouvoir l'identifier pleinement. C'est quoi le rôle un peu de ces pas d'ajustement par rapport à ces plans? Nous, notre plus gros, comment dire, pas le plus gros problème, mais la plus grosse contrainte qu'on a exactement, c'est les alignements. Parce que, alors je vais pas le montrer à la caméra, mais si on va le faire en exemple, si là je te tape là, il n'y a personne qui le voit. Elle ne verra pas. Alors parce qu'on est aligné. Si là je viens là, que là on appelle l'angle ouvert, là, si je te tape là, tout le monde voit que je te tape. Donc c'est pour ça que nous, dans l'arbitrage, on cherche à rompre ces alignements pour justement voir ce qu'on appelle le point de contact. Et est-ce que le contact, il a une incidence sur l'attaquant ou est-ce qu'il n'a pas d'incidence sur l'attaquant? Si ça a une incidence sur l'attaquant, bien évidemment qu'on va siffler. S'il n'y a pas d'incidence sur l'attaquant parce qu'on juge que l'attaquant, il n'est pas gêné par rapport à son mouvement, on va éviter de donner des coups de sifflet. Parce que au contact, au basket, il y a énormément de contacts. C'est pas comme au rugby, pas comme dans tous les autres sports. On dit que c'est un sport où il n'y a pas de contact, mais il y en a. Et si on sanctionne tous les petits contacts qui existent, ça va hacher le jeu, comme on disait tout à l'heure, et ça va desservir le basket. Donc nous, vraiment l'objectif, c'est de rompre ces alignements. Et nous, quand on est en tant qu'arbitre, quand on est aligné par rapport à ça, l'objectif, ça va être de ce qu'on appelle casser les alignements en faisant un pas de côté ou un pas de l'autre côté. Sans courir, encore une fois, pour pas que ta vision ondule, mais juste un pas vers la gauche ou un pas vers la droite, histoire d'avoir l'angle ouvert et de rompre ces alignements, c'est très important. Clairement, et encore une fois, ça, c'est encore un élément pour faciliter le déroulement du jeu. Vous êtes vraiment des facilitateurs du jeu par rapport à ça, de permettre aux acteurs, les joueurs, de pouvoir produire le basket le plus beau à avoir joué, bien sûr, en gardant les proportions, mais en tout cas, le basket qui peut être attractif, qui peut être intéressant et qui se déroule de la meilleure manière sans le hacher à chaque fois. Et là, on a beaucoup parlé, pareil, des acteurs, de vous avec le jeu, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir ta perception sur tout ce qui se passe aussi autour. Tu l'as vu aussi peut-être en montant les échelons, où de plus en plus tu vas avoir des gymnases remplis. Plus moi aussi, comme tu l'as dit, je collabore avec plusieurs arbitres de Betclic. J'ai la chance de pouvoir me déplacer dans certains gymnases, donc notamment l'Astrobal ou l'Equinox pour Bourg, où c'est des ambiances où parfois il peut faire énormément de bruit, il peut y avoir énormément de bruit. Quelle est ta perception de ça? Parce que souvent, tu peux prendre un bon coup de sifflet, mais si ce coup de sifflet est en défaveur de l'équipe à domicile, on sait qu'il va y avoir une réaction du public qui est souvent en réaction par rapport à ça. Quelle est ta perception de cette gestion du public qui peut être aussi, pour quelqu'un qui ne connaît pas le basket, qui peut être aussi une grosse pression sur les épaules d'un arbitre? Bien sûr, c'est très important ce que tu dis, c'est très intéressant, mais aujourd'hui, un arbitre, il doit être impartial. Il doit être impartial, que ce soit pour l'équipe à domicile, que ce soit pour l'équipe extérieure. Et justement, donner ces coups de sifflet-là, ou ces non-coups de sifflet, parce que ça peut être aussi des non-coups de sifflet. Un no-call, c'est aussi une décision. Tout ça s'apparente... alors, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est du courage, tout simplement. Il faut avoir le courage, à un moment donné, de prendre les décisions qui vont en défaveur de l'équipe locale, même si à un moment donné... l'entourage, le public, le président, le coach, les joueurs, ils sont pas satisfaits de cette décision. Mais oui, mais si nous, par rapport aux règles, et on est les garants des règles, si on estime que non, il n'y a pas d'illégalité dans ce qui se passe, faut être courageux et il faut décider d'un moment donné sanctionner l'illégalité qui se passe, ou de ne pas sanctionner encore une fois. Mais c'est vraiment du courage. Et puis, plus tu avances dans la saison, plus forcément les matchs deviennent tendus, plus forcément les matchs deviennent en jeu, parce que comme tu le disais tout à l'heure, tu as la Leaders Cup, tu as les playoffs. Coupe de France. Plus les joueurs vont avoir de la pression, vont être en tension, les coachs aussi, les partenaires aussi, le public aussi, et plus ça va prendre d'importance un petit peu ces éléments-là. Donc c'est vraiment le courage à un moment donné qui ressort et qu'il faut avoir pour donner ces décisions-là. Clairement. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison de le dire,
que c'est juste un événement extérieur. Et au final, nous, il faut qu'on soit rentré, rester sur des choses. Encore une fois, c'est ce que j'aime bien dire des fois avec les arbitres, c'est qu'il y a des facteurs qui vont être non maîtrisables, incontrôlables par nous, et il y a des éléments qui vont être contrôlables, maîtrisables par nous. Tout ce qu'on a dit précédemment dans le cœur du jeu, avec les IoT, avec tout ce qu'on peut mettre en place, c'est des choses qu'on maîtrise, donc c'est mieux de se focaliser là-dessus, plus que ces environnements un peu extérieurs, notamment le public. Mais c'est vrai que c'est souvent des phrases qu'on peut entendre de l'extérieur en disant « Ah, comment faire quand on prend un coup de sifflet, qu'on a beaucoup de monde qui fait du bruit derrière ?» Mais comme tu l'as justement dit, c'est juste un son, et on ne lui apporte aucune importance et on reste focalisé sur ce qu'on doit mettre en place. Mais ça, encore une fois, c'est très intéressant pour faire le lien avec ta profession. Tu as aussi une grosse partie mentale par rapport à ça. Notamment sur de l'aspect attention, j'allais dire organisation, mais attention, concentration. Et tu as aussi une partie sur de l'imagerie. Parce que tu peux visualiser l'image qui vient de se passer, et puis toi, tu peux être totalement sûr et persuadé de la décision que tu as donnée. Et puis après, tu as sur l'attention, concentration, c'est-à-dire tu vas faire une chose, une habitude que tu as apprise, par rapport à ça, de dire je vais concentrer mon attention là-dessus pour justement faire abstraction de tout ce qui se passe à côté. Et c'est là où le lien par rapport à ce qu'on a déjà travaillé ensemble, il est super important. Et ça te permet d'encore une fois passer à autre chose derrière, parce que tout ce qui est passé, de toute façon, tu ne pourras jamais y revenir dessus. L'objectif, c'est de regarder devant. C'est facile à dire comme ça, mais c'est via tous ces petits tips que tu arrives à passer à autre chose et à aller de l'avant. Oui, clairement. Et puis, comme tu l'as dit, plus les matchs avancent, plus aussi toi, tu fais des matchs. J'aimerais bien aussi avoir ton ressenti sur deux choses. Le fait que des fois, il y a des périodes où les matchs ils s'enchaînent beaucoup plus, ou des fois, ou peut-être il y en a qui ne le savent pas, mais tu vas enchaîner plusieurs matchs des fois par semaine, pour diverses raisons. Aussi bien parce que tu es en Europe, mais aussi bien parce qu'il y a différents matchs que tu peux arbitrer le samedi, le dimanche, plus en semaine. Quelle est ta vision, c'est ta perception là sur des périodes qui vont être très fortes, très denses en termes de matchs arbitrés? Ta question, elle est très bien posée, elle est très intéressante, parce que nous, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est qu'on ne joue jamais à domicile. On joue jamais à domicile, on est toujours à l'extérieur. On peut appeler ça comme ça. Alors, bien évidemment, on peut être plus ou moins proche de notre domicile, mais en tout cas, on est toujours en déplacement. Ce qui fait que on est beaucoup dans les transports, ça engendre de la fatigue. Donc nous, le but entre les deux matchs, comme ça, quand c'est en semaine, on essaye de donner beaucoup d'importance à la récupération. Quand je dis la récupération, c'est notamment le sommeil, parce que c'est vraiment le sommeil ou l'alimentation. C'est vraiment les deux piliers qui vont faire en sorte que les semaines que tu dis qu'on va pouvoir avoir, soit en début d'année, milieu d'année ou même fin d'année, quand c'est la période de play-off, à les aborder de la meilleure des manières. Parce que tous ces enchaînements qui ont lieu, on ne rentre pas à la maison. On peut ne pas rentrer à la maison pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines parfois, parce que les matchs s'enchaînent en France, en Europe. Et dans ce cas-là, l'alimentation et le repos sont super importants. Alors après, ça peut paraître parfois difficile de faire les débriefs de match en instant T, parce qu'on a une date butoir aussi, une période butoir pour rendre nos débriefings. Parfois, on a un petit peu de retard. Mais on a quand même, on va dire, je ne vais pas dire qu'on a un passe-droit, mais on a le droit de pouvoir un petit peu donner nos livrables avec un petit peu de retard, mais quand c'est de manière raisonnable. Oui, clairement. Mais c'est vrai que tu as bien souligné le fait que ces déplacements, ça va générer encore une fois de la fatigue, aussi bien physique que mentale. Le mot d'ordre dans ces moments-là, c'est vraiment la récupération, via notamment le sommeil, parce qu'on sait que ça va être vraiment primordial pour l'aspect cognitif et sur l'aspect physique. Avec ça, je pense que c'est une vraie prise de conscience pour certains qui peuvent se dire un arbitre, c'est juste un arbitre, mais au final, un arbitre, c'est avant tout un athlète avec une vraie préparation, comme on a dit jusqu'à présent, physique, justement pour être capable de répéter les efforts à haute intensité, aussi bien technique, avec une connaissance des règles très très précise, avec aussi beaucoup d'aspects tactiques, avec l'analyse vidéo qui est importante, et bien sûr avec cet aspect mental d'attention, concentration, il faut être vraiment sur un niveau d'exigence plus important, parce que vous passez plus de temps sur le parquet que n'importe quel autre joueur du match. Et du coup, vous sollicitez, vous consommez peut-être plus de ressources attentionnelles que n'importe quel autre joueur de la division. Donc ça, c'est aussi important à le rappeler. On a ces éléments d'attention-concentration, ces éléments aussi d'émotion, et bien sûr aussi d'autres éléments qu'on pourrait évoquer, comme par exemple la motivation, la gestion du stress ou d'autres aspects qui sont aussi primordiaux. Donc en soi, ce qu'il faut rappeler, c'est vraiment que vous êtes des athlètes très complets par rapport à ça.
Ça montre aussi la professionnalisme de ce métier dans ce sens-là, dans le sens préparation, parce que du coup, vous avez une préparation qui est très exigeante et qui demande aussi une bonne organisation, un bon cadre par rapport à ça. D'ailleurs, dans ce cadre, comment toi tu organises un peu tes saisons? Là, tu viens de terminer du coup l'exercice 2024-2025. Ouais. Comment se découpe en gros ta saison? Et notamment pour amener tranquillement sur la fin de saison avec les playoffs où tu as eu la chance cette année d'y participer sur la plus haute marche avec le dernier Ouais, c'est match. sûr, c'est sûr. La saison, elle se découpe. On va dire qu'on a. Ouais, moi, je le découperais en 3 parties. T'as une partie début de championnat, ok, où là, tu découvrais les nouvelles équipes, ou même les nouvelles équipes, elles se découvrent entre elles. T'as des nouveaux joueurs. Les Français, généralement, qui sont dans le championnat, on les connaît plutôt bien. Ouais, tout à fait. Ils peuvent changer d'équipe, ils peuvent changer de statut, ils peuvent changer de rôle. Donc ça, c'est vraiment une première partie découverte de championnat. Ensuite, tu arrives où tu commences à rentrer pendant l'hiver. Donc là, pendant l'hiver, là, c'est différent. Les équipes, elles sont déjà rencontrées, elles se connaissent. Même nous, en tant qu'arbitre, quand tu vas arriver sur la deuxième partie, tu vas commencer à démarrer sur ta saison européenne, à avoir plus de matchs en Europe. Donc là où tu vas commencer à avoir des déplacements un petit peu plus importants. Tu vas arriver ensuite sur de la Leaders Cup, aussi où c'est un petit peu un moment charnière de la saison, la Leaders Cup. Donc juste pour résumer, la Leaders Cup, ça se passe au mois de février. C'est les 8 meilleures équipes du championnat de première division qui sont classées de la première à la 8e place. Et il y a une coupe intermédiaire en février où justement ces 8 équipes-là, elles ne se rencontrent pas toutes les unes les autres. Mais il y a un plateau, quart de finale, demi-finale, finale. Et là, c'est à ce moment-là où il y a des réunions qui se font à mi-saison, que ce soit sur du basket pur, entre les coachs, sur de l'arbitrage. Et ensuite, on repart sur je dirais même en 4. Tu as le dernier tiers de la saison, où là, les équipes, elles vont se battre pour les derniers tickets, pour les playoffs ou pour ne pas descendre. Donc ça, c'est la 3e partie. Et ensuite, tu as la 4e partie, où là tu rentres dans l'aspect playoff, où là tu es vraiment sur la fin de saison, où les équipes se battent pour atteindre le trophée, pour être champion de France, exactement. Champion. La dernière, qui a gagné la Leaders Cup, du coup? L'année dernière, c'est Le Mans. Le Mans, la surprise un peu générale. C'est vrai que du coup, tu y étais au même titre que d'autres justement sur la Leaders Cup, où Le Mans était une équipe très physique avec beaucoup d'engagement et qui a éliminé Monaco. Oui. Monaco, ouais. En finale. Ouais. Qui a battu Monaco en finale. Et c'est vrai qu'elle a déjoué un peu tous les pronostics. Et c'est aussi un peu la magie de ce tournoi, donc le Leaders Cup, à mi-saison pour pouvoir justement avoir ça. Et après, avec les playoffs qui a vu du coup Paris également remporter, on les a vus sur ces 2 gros événements. Les écarts de points d'un match, ça se joue maintenant à très très peu de points. Et là où des fois dans d'autres sports, c'est ancré dans les mœurs, comme par exemple le foot, où des fois en but va avoir une importance énorme, on pourrait dire au basket, un panier ou 2, ça ne change pas la mise, mais au final, quand on regarde ces matchs-là, sur ces échéances-là, ou même sur la saison régulière, on se rend compte qu'il y a plus en plus de scores qui va se jouer à un panier, à 1 point ou 2 points d'écart par rapport à ça. Quelle est ta vision justement de cette évolution? Et du coup, en parallèle aussi par rapport au métier d'arbitre, quel est encore ton rôle par rapport à ça pour permettre vraiment à l'équipe qui doit gagner de pouvoir gagner au maximum? Non, c'est bien, c'est très positif. C'est vachement positif parce que ça veut dire que quand tu vois Le Mans qui gagne la Leaders Cup ou qui arrive à accrocher Monaco même pendant les playoffs, tu t'es dit que pour le championnat de France, c'est super bien parce qu'on a des locomotives qui sont en Euroleague. Paris, Lyon, Lasvel, Monaco, tu as des équipes qui sont aussi en Eurocup, la JL Bourg-en-Bresse. Et en fait, toutes les équipes en championnat de France, elles arrivent à matcher. C'est-à-dire que n'importe quelle équipe du championnat de France peut battre Monaco sur un match. Donc c'est super intéressant pour nous, pour notre championnat. Après, nous, quand on est sur des matchs couperés comme ça, où tu es sur des paniers, sur des matchs qui se jouent à un panier, 2 paniers, 1 point, 2 points, vraiment, nous, notre rôle, et ce qu'on se dit dans le trio à ce moment-là, c'est obvious call. Obvious pour 100%, j'ai perdu le mot en français. C'est évidence, évidence. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Évidence. Quand on dit évidence, c'est-à-dire
bah tiens, je te tiens la main, tout le monde voit que je te tiens la main, il faut que Là, le call il c'est- soit donné. Ouais. Si c'est ça, si se passe sur la dernière C'est action, pas une évidence. exactement. Donc on est vraiment sur, et c'est ce qu'on se dit, surtout dans les 2 dernières minutes où le match se joue, c'est les joueurs qui décident du match. Ouais. On est humain, Ouais. c'est pas impossible que parfois il y a un call qui tombe, bon, pas bon surtout. Au même titre Et qu'un qu'il y ait des joueur erreurs. qui va rater un shoot important ou autre. Mais le joueur, bien évidemment, ça reste son métier, il sera pardonné. Le match d'après, il sera sur la feuille de marque. Ouais. Un arbitre, s'il donne un mauvais call, il peut, et ça peut, et ça peut-être va même, il va avoir une suspension. Donc pendant 15 jours, il va rester à la maison. Mais encore une fois, je dis pas que c'est pas normal, parce que il a fait tourner un match. Il y a des impacts. Il y a des impacts ranking, classement, il y a des impacts financiers. Donc bien évidemment que Même derrière... si c'est involontaire, c'est normal par mais rapport à il ça. n'y a jamais rien de volontaire. Encore une fois, il n'y a jamais rien de volontaire, mais ça reste une activité humaine. Parfois, on arrive à se tromper. Ça peut arriver sur certains matchs. Le moins possible, heureusement, mais ça peut arriver. Mais c'est vrai que ces évidences, du coup, c'est très important par rapport à ça, de laisser, entre guillemets, les joueurs décider de la fin du match et de pouvoir justement permettre à l'équipe qui doit gagner de pouvoir gagner par rapport à ça. Et c'est très intéressant là-dessus. On voit qu'il y a plein de matchs qui vont se jouer à 1 ou 2 points et d'avoir cette proximité, cette force qui est très importante. D'ailleurs, tu as pu participer aussi sur cette fin de saison aux playoffs. Comment ça se passe sur cette dernière ligne droite, cette 4e partie, si on reprend un peu ton découpage? Comment ça se passe les playoffs et comment tu abordes toi les playoffs? Comment tu as abordé toi les playoffs pour la saison dernière? Comment ça se passe les playoffs? C'est très dense, parce que ça se passe en 3 semaines. Donc c'est des matchs qui se déroulent tous les 2 jours, tous les 3 jours. Donc là c'est vraiment une organisation très importante où il faut être vraiment très disponible et très rapidement pour que si jamais on fait appel à toi, que tu sois disponible. Clairement, parce qu'on sait qu'il y a les équipes qui s'affrontent du coup plusieurs fois, jusqu'à que, en fait, c'est des affrontements entre 2 équipes, jusqu'à que l'équipe rencontre du coup, gagne 3 fois contre l'équipe adverse et gagne. Donc ça peut se jouer presque en match 4, match 5, voire même plus. Donc c'est intéressant de pouvoir dire, ok, il peut y avoir plein de matchs, d'être disponible et de pouvoir l'arbitrer. Si tu es désigné par exemple sur le match 1 de ce match, c'est pas obligatoire que tu sois sur le match 2 de ce même match. Tout à fait. Donc tu peux l'être, mais ce n'est pas obligatoire. Donc c'est vrai qu'il faut une grosse disponibilité et je te laisse continuer après. Ouais, tout à fait. C'est un autre championnat qui démarre. Et même si les joueurs sont plus tendus, parce qu'il y a la pression, parce que c'est do or die game, ce qu'on appelle, c'est marche ou crève un peu. Les joueurs quand même les coachs, tu sens qu'ils sont pas dans le même mood que pendant le championnat. Ils sont beaucoup plus focus sur ce qu'ils doivent faire, peuvent beaucoup moins être focus sur ce que nous on a à faire. Et c'est pas illogique dans un sens aussi, parce que tu as les arbitres qui sont en play-off, c'est les arbitres qui ont le mieux performé pendant la saison. Donc ils savent aussi que les arbitres qui sont là, c'est ceux qui méritent d'être là. Donc qui ont confiance en eux, ils les ont vus pendant toute la saison. Donc vraiment, même s'il peut y avoir à un moment donné des conflits, où les conflits ils peuvent monter quand même assez haut, ils restent quand même assez focus sur leurs équipes. Après, nous, d'un point de vue personnel, vraiment, là, on s'est préparé et on se prépare, en tout cas personnellement. Tu te prépares toute l'année physiquement. Et là, vraiment, quand tu arrives pendant la période de play-off, tu fais bien sûr physiquement, tu travailles encore, mais tu allies vraiment aussi beaucoup ton temps au repos. Parce que là, comme tu vas avoir, comme on disait tout à l'heure, beaucoup d'enchaînements de matchs. Le plus important, c'est d'avoir du repos. Et de débriefer les matchs très rapidement, parce qu'une fois que tu débriefes les matchs, match 1, match 2, match 3, comme on disait tout à l'heure, tu dois faire un feedback au trio d'après. Donc un feedback écrit et un feedback vidéo. Généralement, c'est le crew chief, c'est son rôle, il sert à ça, mais aussi le feedback, on essaye de le faire ensemble. Donc voilà, le plus important, c'est vraiment de travailler en amont physiquement, de se reposer, et ensuite, tu as tout un aspect préparation mentale qui va arriver. Si tu as déjà officié sur les équipes, si tu n'as pas encore officié sur les équipes, avec quel trio tu vas officier, qu'est-ce que tu vas mettre en place en plus pendant la saison par rapport aux playoffs qui arrivent, par rapport aux équipes que tu vas arbitrer ou quoi que ce soit. Donc tu as ces 3 aspects-là qui rentrent en compte. Et après, la préparation mentale. En tout cas, ce qui a marché pendant la saison, je pense que ce qui va marcher pendant les playoffs. Donc il faut rester sur la même ligne, la même ligne conductrice et essayer de ne pas trop changer par rapport à ce que tu as fait pendant la saison. Clairement, c'est comme un joueur, j'ai envie de dire, qui
a réussi avec son équipe à se qualifier pour les playoffs, il va continuer à développer le jeu qu'il mettait en place avec les skills qu'il développait. Et au même titre que toi, avec l'aspect mental, tous les tips qui ont bien fonctionné sur l'aspect physique, technique, analyse vidéo bien sûr et mental, tu vas continuer à les mettre en application par rapport à ça. Et c'est vrai que tu soulignes l'aspect et c'est très intéressant sur vraiment cet aspect de performance. Vous la partagez vraiment avec ce trio. Et c'est vrai que vous êtes presque une équipe avant tout, et c'est quelque chose d'important vraiment à souligner. Vous avez peut-être des personnalités qui vont être différentes au sein du trio, des façons de fonctionner qui peuvent être différentes du trio, mais comme tu l'as dit, pour 2 raisons. Les trios changent à chaque match. Et pour le bien aussi du match, c'est important que le trio fonctionne très bien. Et moi, ce que j'observe de l'extérieur, avec les collaborations des arbitres avec lesquels je fonctionne, c'est que vous avez aussi à cœur de pouvoir vraiment avoir un bon fonctionnement d'équipe pour le match. Et ça se prépare énormément, comme tu l'as dit, en amont, avec tous les briefings que vous allez pouvoir faire en amont, tous les débriefings que vous allez pouvoir faire après, pour vraiment en fait avoir une synergie qui se crée, une harmonie au sein du trio et avoir sur le terrain ce qu'on appelle une cohérence et avoir l'acceptation du crédit qui tombe, l'acceptation auprès des différents acteurs, joueurs ou entraîneurs, et de pouvoir faire une belle perf, livrer une belle perf à la fin. Mais c'est vrai que cet aspect collectif de l'arbitrage au basket est pour moi peut-être le plus fort par rapport aux autres disciplines, foot, rugby ou autres. C'est très juste ce que tu dis. C'est très très juste ce que tu dis, notamment, et aujourd'hui c'est ce que demandent les gens. C'est le mot qui revient le plus, et on n'en parle pas assez. En tout cas, là on n'en a pas encore parlé, c'est la cohérence. La cohérence d'une action sur l'autre, la cohérence d'un quart-temps sur l'autre, la cohérence d'une mi-temps sur l'autre, et la cohérence d'un match à l'autre. Ça c'est vraiment aujourd'hui ce que demandent les acteurs, les joueurs, les coachs, le public, le staff, les dirigeants, les partenaires. Aujourd'hui, c'est vraiment ce sur quoi on est attendu. C'est-à-dire, quand tu as un trio sur un match, on veut qu'il y ait la même prestation par rapport au trio qui est sur un autre match. Et on veut pas que la ligne directrice, elle change. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment notre objectif. Et on est challengé là-dessus aussi. Et on a des directives là-dessus, de par notre DNA, notre directeur national de l'arbitrage, où on a un fil conducteur pour essayer d'avoir cette même cohérence sur chaque match. Alors après, en fonction des sensibilités de chacun, forcément, on n'a peut-être pas forcément la même cohérence, notamment d'un point de vue management, parce qu'on a des personnalités tous un petit peu différentes. Mais de garder quand même une densité. Exactement. Par rapport à ça. Mais d'un point de vue technique, en tous les cas, on essaye d'avoir une parfaite cohérence par rapport aux situations qui arrivent devant nous. Et c'est très juste ce que tu dis aussi, ça me fait penser aux petits extraits qu'on peut retrouver sur Internet avec les micros mic-up faits justement par DAZN, où on voit, notamment ça fait penser à un échange de Mehdi Difala avec Nando De Colo, où on les voit, ils échangent sur une situation, et pour Nando par exemple, va montrer une situation à Mehdi en lui disant cette situation, je vois ça, tu ne siffles pas, alors que je vois une autre situation quelques secondes avant qui pour lui est la même, qui a été du coup sanctionné, qui a été sifflé. Et c'est très intéressant parce que du coup, lui, Nando demande par exemple de la cohérence à ce moment-là, et Mehdi très justement va lui expliquer justement que pour lui en fait c'est pas du tout la même situation, et ça lui permet de comprendre pourquoi dans ce cas-là il n'y a pas la même 2 poids 2 mesures en fonction de la situation. Et c'est vrai que les acteurs, on les voit beaucoup dans ces extraits courts de vidéos, vont demander de la cohérence, vont demander des explications, et vous avez énormément de temps d'échange avec eux. C'est peut-être même aussi l'une des disciplines où vous avez le plus de possibilités d'avoir des interactions avec les différents acteurs. On l'a vu aussi dans l'une de ces vidéos avec Hugues Tépenier, où même tu interviens sur ce match-là. On voit du coup des temps entre vous, 3, mais aussi il y a des temps off avec les joueurs. Comment toi tu perçois ces temps off de communication, ces temps presque, j'ai envie de dire, informels, puisque le jeu est sur une phase de ballon mort, ballon arrêté, pour pouvoir justement peut-être apporter un éclaircissement, peut-être pas, et de pouvoir justement interagir en tout cas avec les différents acteurs de la rencontre. Ça, dans notre activité, c'est un aspect hyper important, l'informel. C'est des échanges que personne ne perçoit de l'extérieur, comme tu dis, informels, qui sont invisibles, mais qui sont énormément importants. En fait, ça permet d'avoir des échanges avec les joueurs. Alors, soit ça part de nous, dans le sens où nous, on va leur apporter des conseils pour éviter de donner des coups de sifflet,
par exemple, attention à tes écrans, Ouais. sur des choses comme ça. Attention de ne pas utiliser les mains quand l'attaquant il veut se démarquer. Tu vois, on peut aller leur parler, de leur dire attention, fais attention, leur donner des conseils. Faire de la prévention. Exactement, de faire de la prévention par rapport aux situations qui se passent devant nous sur le terrain. Ou alors, quand il y a une phase de ce qu'on appelle ballon mort, quand il y a des lancers francs, quand il y a une faute ou quoi que ce soit, il y a des joueurs qui ont des explications parfois, et on a un temps d'échange pour leur donner une réponse par rapport à leur questionnement. Alors après, faut pas non plus, on n'est pas là non plus pour répondre à toutes les interrogations, parce que sinon on ferait que ça. Pour se justifier constamment. Exactement, on n'est pas là pour se justifier constamment. Aujourd'hui, on dit que les évidences, tout ce qui est blanc et noir, il n'y a pas besoin d'y justifier, parce que ça reste de l'évidence que tout le monde l'a vu, et s'il n'y a qu'un joueur qui n'est pas d'accord avec ça, il n'y a pas besoin de le justifier. Mais quand tout ce qui est gris, c'est quand même important d'apporter et de mettre des mots sur les situations qui se passent et de donner du concret. Parce que parfois, surtout au basket, il y a des règles qui ne sont pas très bien connues, qui ne sont pas très bien perçues, et c'est important à ce moment-là de communiquer et de donner du sens à ce qu'on fait. Mais encore une fois, après ça dépend, et d'un point de vue arbitre, d'un point de vue joueur, on a des émotions, et parfois on sent que, ou même coach, il y a une communication qui est impossible, parce qu'il y a des émotions qui sont tellement fortes que il faut pas communiquer parce que c'est pas le bon moment, parce qu'il n'y a pas la bonne forme, parce que le fond n'est pas bon, et à ce moment-là, on procède à une prochaine étape. Ouais. Et ça nous arrive de pas communiquer avec les joueurs, de dire attends, j'ai donné un coup de sifflet, là, je suis pas en capacité de te parler parce que moi j'ai un job à faire, ou parce que je suis pas en état de te parler parce qu'il faut que je me remette dedans, parce que j'ai donné un mauvais call ou quoi que ce soit, reviens après. Il y a des joueurs qui le comprennent, il y a des joueurs qui ne le comprennent pas. Comme à un moment donné, les joueurs aussi ils sont sujets à des émotions. Parce que physiquement, ils dépensent de l'énergie, donc mentalement, ils dépensent de l'énergie aussi. Ouais. Donc forcément, quand il y a des situations qui se passent, ils peuvent réagir, ils peuvent avoir des émotions. Et nous, on est là aussi en tant que facilitateur, modérateur, j'ai envie de dire, de ne pas les sanctionner à chaque fois qu'ils ont des émotions. Bien sûr. Et c'est là, nous, de trouver le juste milieu, de se dire, attention, on est dans un cadre, ton émotion, elle est acceptable, ou attention, ton émotion, elle est hors cadre, et puis surtout, elle dure trop longtemps. Parce qu'à un moment donné, on peut autoriser une émotion, mais si l'émotion, elle dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est pas acceptable non plus. Et on peut pas accepter n'importe quelle émotion, même si on se trompe. Par exemple, on peut pas accepter, même si on donne un mauvais coup de sifflet, on peut pas accepter qu'un joueur il nous insulte parce qu'on a donné un mauvais coup de sifflet. Bien sûr. Donc ça, c'est des choses qui sont hors cadre, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que vous avez vraiment cette proximité avec les joueurs. Vous avez beaucoup aussi de temps un peu comme ça mort, et comme vous êtes 3 sur le terrain, ça permet de facilement avoir des interactions. On imagine plus difficilement, par exemple, en arbitre de rugby, de pouvoir communiquer autant avec... il est tout seul pour 2 fois 15, donc 30 joueurs à gérer. Vous, c'est vrai que vous avez cette proximité-là qui favorise les échanges, et c'est quelque chose qu'on peut utiliser toujours en gardant 2 poids 2 mesures, en tout cas garder un certain dosage, mais que vous pouvez utiliser pour pouvoir réguler certaines choses au cours du match, ou pour aussi apporter des précisions si besoin, si les situations le demandent. Ouais, mais c'est comme tout. T'as des arbitres qui aiment pas énormément communiquer. T'as des joueurs qui acceptent pas du tout la communication, qui refusent complètement la communication, qui sont pas du tout dans l'échange. T'en as d'autres, au contraire, qui ont besoin d'aller communiquer, qui ont besoin de venir discuter un petit peu avec les arbitres. T'as des joueurs qui sont filous, c'est un jeu, d'aller discuter, d'aller échanger avec les arbitres pour se dire comme ça, si j'arrive à gratter 1 ou 2 calls, tu vois. Voilà, t'as tous les phénomènes en tant que joueur, en tant que coach aussi, mais t'as aussi la même chose en tant qu'arbitre de l'autre côté. Donc voilà, tout ça, ça fait un beau mélange, je trouve. Ça crée un écosystème, et pareil, j'imagine aussi avec l'expérience, tu perçois, tu connais aussi mieux le différent écosystème, et c'est très intéressant, ça enrichit un peu plus davantage ça. Pareil aussi, donc on l'a dit, cette année, match de phase finale, de match de play-off sur la finale. Comment ça s'est passé? Comment tu as déjà appris la désignation, et comment ça s'est passé pour toi la première fois où du coup tu as été sur une finale de play-off du championnat de France? Je pense que c'est aujourd'hui, en tout cas à date, c'est peut-être le plus beau moment que j'ai vécu en tant qu'arbitre. C'est sûr. Être sur une finale de Betclic Elite, enfin, tu fais pas mieux. Les arbitres avec qui tu as officié, tu les voyais à la télé, comme je te disais tout à l'heure, il y a 10 ans. Les joueurs, tu les regardais, tu les prenais même pour exemple. Je parle de Nando De Colo, quand je jouais, il était au CSK Moscou. Il revenait d'NBA, tu le prends pour exemple, tu l'arbitres aujourd'hui, tu te dis waouh. Il était pas en finale, mais quand tu l'arbitres, je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Mike James, enfin, tous ces joueurs-là. Pour la petite anecdote, alors, je pense qu'il s'en souvient pas, mais il y a Eli Okobo en finale. Eli Okobo, je l'ai arbitré en demi-finale
avant la Coupe de France en 2016. Ok. Donc avant d'aller à Bercy, j'ai fait la demi-finale. Ouais. Lui, il était à Pau Orthez, ou en quart de finale, je sais plus. Il était tout minot, et je l'avais arbitré à cette période-là. Ok. Donc tu vois, tu retrouves les joueurs. Bon, lui, il s'en souvient pas, mais tu vois, c'est des c'est des petits trucs comme ça qui sont sympas. Finalement, tu vois les gars évoluer. Bah, toi, tu arrives à l'arbitrer à ce même niveau-là. C'est quand même assez. Un joli clin d'œil, ouais, c'est quand même assez sympa. Donc une bonne fierté, en tout cas, une bonne fierté. Et la désignation, la nomination, tu la prends. En fait, tu reçois du DNA. Tu reçois les nominations du match, donc il le partage au groupe et tu vois qu'il y a ton nom dessus. Bah là, tu reviens, tu retournes, tu regardes si c'est bien ton nom. Tu recommences à recevoir un message, deux messages, tu dis bon, bah, je crois que c'est bien moi et tout. Donc, première partie, c'est waouh, incroyable. Et puis après, tout de suite, tu vrilles, tu vrilles ta tête et là, tu te dis, bah, tu te remets au travail. Alors après, l'avantage, c'est que j'avais regardé tous les matchs de play-off. Comme ça passe sur DAZN, c'est télévisé, tu regardes tous les matchs de play-off. Donc tu sais un petit peu ce qui s'est passé entre les deux équipes. Tu as l'historique pendant la saison, les joueurs se connaissent, même toi tu les connais. Donc tu sais un petit peu comment tu vas aborder le match. Après, c'est quand même une finale. Donc tu vas avoir des tensions qui sont différentes. Tu vas avoir des objectifs différents. Tu vas avoir des ajustements qui vont se faire pendant le match par rapport à ce qui s'est fait pendant la saison. Donc tout ça, tu va le mettre en lien pendant ton briefing, tu vas le partager avec tes collègues, et ensuite avec les collègues, le crew chief va donner une ligne directrice qu'on va ajuster ou pas pendant le match en fonction de ce que nous on donne comme performance, de ce que les joueurs eux donnent comme performance, afin de performer du mieux possible, quoi. Donc franchement c'était une bonne, très très bonne expérience. Et encore une fois, tu t'es encore bien préparé pour cette échéance-là qui est du coup un point marquant, qui est l'aboutissement bien sûr de la saison du coup 2024-2025 de basket. En plus, toi, tu étais sur le premier match, où c'est justement le match un peu de lancement. Comment après tu as vécu le match? Est-ce que du coup tu as perçu une intensité encore plus forte, une motivation peut-être plus forte de la part des joueurs? Comment tu as vécu toi ce match-là? Bizarrement, tu vois, et je pense que c'est le fait d'avoir travaillé ensemble, où tu te dis c'est quand même une finale de Betclic League, donc tu as une forme de pression quand même qui arrive sur les épaules, que j'ai pas du tout ressenti. Et tu vois, le fait d'être préparé mentalement, de travailler sur de la cohérence cardiaque, sur de l'imagerie, sur de l'attention, concentration, sur tes points précis, tu vois, en tout cas personnellement, ça enlève un poids des épaules et tu abordes pas du tout les choses de la même façon. Après, sur le terrain, tu fais des erreurs, bien évidemment, tu essayes de passer à autre chose. Je vais pas donner les tips que tu nous donnes parce que il faut quand même que les gens ils viennent te voir. Mais tu connais les tips dont on parle pour essayer de passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu as des questionnements. Et puis après, avec les collègues, tu as des échanges où on est vraiment, surtout là, où tu es avec deux mecs qui sont Euroleague, qui font partie de la crème de la crème. Où les mecs ils ont pas leur langue dans leur poche, si à un moment donné ils te disent tu fais de la merde, tu fais de la merde quoi. Donc après forcément tu te remets en question, tu te dis il y a des choses que tu fais bien, il y a des choses que tu fais moins bien, mais dans la globalité non c'est très bien passé. Et pour le premier match, c'est quand même un premier match, donc c'est phase de test entre les deux équipes, tu vois, jeu du chat et de la souris, donc il y a eu des tensions qu'on a dû gérer sur le terrain, mais c'était pas non plus la tension qu'il y a pu avoir sur les matchs qui ont suivi, parce que les équipes sont 0-0, il y a personne qui a pris l'avantage. Donc si tu perds un match, c'est pas bien grave. Donc voilà, c'était quand même relativement pas calme, mais plus calme que les autres matchs de la série qu'on suit. C'était comme tu dis un round d'observation. C'est ça. Ça permettait de lancer la dynamique. Et qui c'est qui avait gagné le match 1 du coup? Paris. Okay, Paris, ils avaient gagné de 15-20 points, je crois. Okay. Ouais, ils avaient marché sur l'eau, ils avaient tout mis dedans à l'extérieur. C'était assez incroyable. Donc très intéressant là-dessus. On arrive tranquillement sur la fin du podcast par rapport à ça. Quelle est ensuite l'évolution qu'on peut te souhaiter, même que n'importe quel arbitre peut envisager, une fois qu'il est arrivé là où tu en es aujourd'hui, du coup, en étant depuis plusieurs années en Betclic, d'être aussi sur de l'Europe, sur notamment les stages U20, Division 2, comme c'était le cas pour toi en Arménie là, il y a quelques semaines, en ayant aussi participé à ce match 1 de Betclic. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que toi, tu as comme objectif? Et quelle est l'évolution qu'on peut espérer aussi par rapport à ça? Je ne vais pas faire... C'est pas pour faire prétentieux ou quoi que ce soit, mais disons que là, c'était entre guillemets le plus facile. Aujourd'hui, c'est bien beau de faire une finale une fois, mais si tu fais une finale une fois dans ta vie et qu'après, derrière, tu es aux oubliettes, tu es en fin du classement... ouais, t'auras fait une finale, quoi. Aujourd'hui, le plus dur, je pense que c'est de reproduire ses performances
et de revenir à ce même niveau-là l'année prochaine. Et je dis pas que la performance qui a été faite elle est banale, mais je pense que les performances que les mecs qui sont tout en haut de la pyramide font depuis plusieurs années, si on prend un exemple comme Joe Bissang, comme Mehdi Difala qui sont tout en haut, ou les mecs qui sont là depuis 15 ans, 20 ans pour Joseph, ça c'est de la vraie performance, tu vois. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de revenir, essayer d'aller gratter toutes les années, de revenir toutes les années, d'aller titiller un petit peu ces gars-là et de leur dire, attention, il y a des gars qui arrivent derrière vous, avec la jeune génération qu'on est, il y en a plusieurs qui arrivent là, qui poussent derrière, et on va essayer petit à petit d'aller vous chatouiller et pas de prendre votre place, parce qu'on n'est pas là pour prendre leur place non plus, on est là pour faire une équipe, mais de se dire, tirer tout le monde vers le haut. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a des vraies locomotives. On l'a dit, par exemple, si on parle encore une fois de Mehdi ou même de Joseph, qui sont vraiment des locomotives par rapport à ça. Il y en a aussi qui sont très très proches de ça. On peut parler aussi par exemple de Max par rapport à ça. Bien sûr, hein. Maxime Boubert. Et ça tire tout le monde vers le haut. Et après, il y en a qui vont être sur des étages encore inférieurs, plus de la jeune génération qui arrive et tout le monde est entraîné dans cette direction. Donc le but pour ça, c'est de garder les exemples en tête devant et de chercher justement à venir... se frotter à eux le plus possible, le plus près possible. Et c'est très intéressant d'avoir cette motivation, cette logique en lien avec ça. Et comme tu disais, même les motivations, c'est passer après potentiellement crew chief. Après, pour pouvoir rester, on sait que quand on reste sur de l'international, on peut partir soit après, du coup, en Euroleague, ou soit rester un peu comme Johan, par exemple, sur l'aspect FIBA par rapport à ça, de pouvoir s'éclater aussi, de pouvoir profiter des niveaux internationaux et de pouvoir briller aussi à l'international. Donc ça peut être des choses intéressantes pour une évolution. Aller chercher crew chief, continuer à faire des finales de Betclic, aller chercher l'Europe avec l'une des deux organisations qui existent et de pouvoir continuer au maximum à répéter, performer et profiter aussi parce que c'est vrai que on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais la performance aussi passe aussi par le fait de profiter, kiffer, prendre du plaisir. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer sur un match que tu arbitres à chaque fois? Après, on va pas se mentir, et on peut terminer par ça, c'est que, mine de rien, l'activité d'arbitrage, on se rend pas compte, mais c'est une passion quand même. On peut parler que c'est pas un métier, tout ce que tu veux, mais ça reste, en tout cas personnellement, ça reste une passion initiale sur laquelle tu te faisais quelques petites étrennes. Je me souviens que quand j'avais commencé l'arbitrage, ils avaient demandé comme objectif où est-ce que vous voulez arriver plus tard. J'avais noté comme objectif arriver au même niveau que mon père qui avait arbitré en Pro B. J'avais mis entre parenthèses, je pense que ce sera pas trop difficile. Alors que moi, si je faisais de la National 1 à l'époque, j'étais très content. Aujourd'hui, j'ai fait une finale de Betclic Elite. Je suis avec des mecs, j'arbitre des mecs que je regarde à la télé. Je discute avec des mecs. Je suis aux premières loges. Je suis le mieux placé de tous pour regarder le match de basket. On est payé pour faire ça. Franchement, nous, on est des privilégiés. Vraiment, on est des privilégiés. Et puis, ça reste une passion. Après, il faut performer, parce que s'il n'y a pas de rendu, on n'est pas là non plus que pour participer au spectacle. On est là aussi pour avoir une prestation. Mais au final, ça reste une passion et ça reste un métier. Privilège quand même. Clairement. C'est ce que tu dirais du coup à un petit jeune qui voudrait commencer l'arbitrage, qui voudrait potentiellement devenir arbitre comme toi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Très intéressante ta question. Et je dirais vraiment que c'est bateau, mais on dit ça à chaque fois, mais c'est tellement vrai que c'est une école de la vie. Parce qu'en fait, l'arbitrage, ça t'aide dans toutes tes activités au quotidien. Mais vraiment toutes. Parce que tu prends des décisions. Mine de rien, prendre des décisions, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas aujourd'hui à prendre des décisions. Ça te permet de gagner un petit peu tes étrennes. Ça te permet d'être, alors on dit facilitateur, mais on est aussi directeur de jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas gérer des adultes, tu vas donner des consignes, tu vas faire de la gestion d'émotions, tu vas faire de la gestion de l'humain. Donc dans ton travail, tu vas gérer l'humain, tu vas, comme tu le dis, tu vas travailler sur toi, sur ta personnalité, tu vas te découvrir aussi. Alors c'est con de dire ça, mais se découvrir, ça veut dire quoi? Mais il y a peut-être des façons de toi que tu connais pas, il y a peut-être des personnalités que toi que tu connais pas non plus. Ça va te permettre de te découvrir aussi, de te remettre en question. Et c'est vraiment une école de la vie. Alors c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, de plus en plus sur les terrains, notamment au basket, ça arrive de plus en plus, où y a des gens pour des U11, des U13, des parents qui pensent que c'est la Coupe du Monde.
parce qu'ils pensent que leur fils, ça va devenir le prochain Tony Parker. Ouais. Et du coup, les arbitres, ils sont prêts à partir par rapport à ça, et des jeunes arbitres, et c'est dramatique d'en arriver là. Et j'espère que on va arriver à pouvoir contrôler ça, parce que des arbitres, on en manque. Ouais. Et s'il n'y a pas des jeunes arbitres derrière pour arriver et pour essayer de pousser ceux qui sont tout en haut, malheureusement, à un moment donné, il faut que ça continue. La locomotive de l'arbitrage français, il faut que ça continue justement à être poussé, dynamisé. Et ça, là, on a beaucoup parlé du haut de la pyramide, mais il y a bien sûr toutes les fondations qui sont très importantes, avec le petit jeune qui a commencé peut-être l'arbitrage cette année, ou celui qui a envie de commencer et d'avoir vraiment ces fondations qui sont bien solides pour pouvoir, au fur et à mesure, monter, grossir par rapport à ça, et c'est quelque chose de très important. Puis quand tu parles à tout le monde, dans l'arbitrage aujourd'hui, qui sont à haut niveau, qui sont en première division, alors j'ai pas échangé avec tout le monde, mais quand j'ai discuté avec plusieurs, tous ils disaient, moi si j'arrivais déjà au niveau national 1, j'étais content, Pro B. Et puis quand tu regardes aujourd'hui où ils en sont, tu vois, donc ça te permet aussi de te découvrir et de te dire, d'atteindre des endroits et des objectifs que même toi tu pensais pas atteindre quand tu as juste démarré l'arbitrage en marquant sur un bout de papier, je voulais juste essayer d'arbitrer en National 1, moi ça me suffisait. Puis en fait les gens, tu te découvres encore une fois ce qu'on disait, une personnalité et puis des choses que tu n'avais pas soupçonnées quand tu étais petit. Donc c'est vraiment à rêver grand, c'est vrai que exactement. Toi tu as arbitré des joueurs incroyables. Par exemple on peut parler de Victor Wembanyama. Par exemple, quand pareil, il était à Levallois, clairement, il y a 2 ans, 3 ans. Levallois, pareil, de se dire, j'ai arbitré peut-être la future grande star du basket français. D'ailleurs, c'est vrai que quand j'ai échangé avec certains arbitres, ils me disaient, je leur posais la question par curiosité, qu'est-ce qui est facile ou difficile d'arbitrer, justement ? Ils me disent, en fait, c'est un alien, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses dont personne n'était capable de faire. Du coup, c'est vrai, dans notre arbitrage, ça change pas mal de choses, ça pousse le cadre presque à son extrémité. C'est quoi ta perception par rapport à ça, d'ailleurs ? Par rapport à Victor, de l'avoir arbitré, c'est fascinant. C'est fascinant. Déjà parce que tu côtoies quelqu'un, encore une fois, tu as un privilège. Tu côtoies quelqu'un qui touche les étoiles aujourd'hui. Et après, c'est un alien. C'est quelque chose qui fait des choses qui ne sont pas communes pour quelqu'un de sa taille. Mais du coup, c'est perturbant aussi. Parce que on n'a jamais été amené à arbitrer ce type de joueur. Exactement. Quand tu vois un grand dribbler face à un petit en face de lui, tu te dis, il va se passer ci, il va se passer ça. Non, en fait. Parce que c'est des choses sur lesquelles tu n'es pas habitué de voir ces choses-là. Donc, tu t'attends un petit peu à l'inattendu, quoi. Donc, c'est pas facile. Et c'est surtout qu'il ne faut pas anticiper les choses. Parce que des fois, on essaye d'anticiper, mais c'est là où on se fait avoir. Mais c'est très intéressant. Très bien. Dernière question. Toujours, je finis mon podcast par ça, Pierre. Pour toi, c'est quoi avoir la mentale ? Comme le nom du podcast s'appelle La Mentale, moi j'aime bien du coup poser cette dernière question pour clôturer le podcast. Pour toi, Pierre, qu'est-ce que c'est avoir la mentale ? Avoir la mentale, c'est travailler avec cette personne. Léopold Sapé, s'il vous plaît. Faites-lui confiance, vous ne serez pas déçus. La mentale, ça regroupe beaucoup de choses. C'est... En tout cas, le fait qu'on ait travaillé ensemble, où moi j'étais plutôt réticent au démarrage, ça t'amène vraiment une palette de skills, d'outils, que tu nous éclaires à certains moments, à certains endroits, dire il y a ça qui peut exister, est-ce que ça peut t'intéresser, que tu développes, que nous, on essaye, qu'on prend, on ne comprend pas en fonction de notre personnalité, de notre besoin, ou pas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la mentale, encore une fois, c'est propre à chacun, c'est pas une science exacte, et c'est en fonction des personnalités de chacun qu'on prend ou qu'on prend pas, si c'est nécessaire ou pas. Il y en a qui en auront peut-être jamais besoin, il y en a au contraire, ça va leur permettre d'aller toucher les étoiles, on va dire. Clairement, écoute, c'est une très belle définition par rapport à ça. Et je suis persuadé que tout au long de notre échange, ça a intéressé énormément les auditeurs par rapport à ça. Encore une fois, je te remercie sincèrement du coup d'avoir accepté l'invitation. C'était un moment du coup très riche et très agréable. J'ai beaucoup apprécié. C'est gentil, merci. Et pareil, d'habitude, j'aime bien aussi faire la promo de mes invités. On peut te suivre du coup sur toute la prochaine saison du coup de BetClick. N'hésitez pas, prochaine fois que vous voyez du coup Pierre dans un gymnase, dites-lui un mot positif, pareil, encouragez-le. Et ça, c'est des choses qui sont aussi importantes et je te remercie beaucoup d'être venu pour pouvoir échanger là-dessus. Merci à toi, Léo.
On souhaite du coup une très bonne fin de journée à tout le monde. Merci à vous tous d'avoir écouté le podcast et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao tout le monde!